Alors Mathieu, c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et de faire cette vidéo avec toi pour te présenter rapidement. Alors, toi, tu es un ancien Google, un ancien Googler comme on dit. Tu as passé 10 années quand même chez Google, c'est quand même assez long, en tant que, en anglais, Global Performance Account Executive, ou en français on dirait directeur de clientèle, comme tu me l'as très bien soufflé. Aujourd'hui, tu gères des campagnes pour des clients, tu formes également sur Google Ads et tu as aussi écrit plusieurs bouquins, dont un sur Google Ads que tu viens tout juste de publier, le manuel du stratège Google Ads 2023, qui nous aide à créer des super campagnes sur Google Ads. C'est un plaisir de t'avoir Mathieu avec nous. Comment vas-tu? Bah écoute, merci beaucoup déjà pour ton invitation, Martin. Je suis honoré d'être là et de faire cette vidéo avec toi. Et de mon côté, ça va très bien. Et bah super, super, super. Donc du coup vraiment je voulais parler un petit peu avec toi, tu vois, de Google Ads au sens global. On fait cette vidéo début 2023 et je voulais voir un petit peu où est-ce qu'on en était, tu vois, où est-ce qu'on en était, quels ont été les changements qui ont été faits récemment entre 2022 et 2023. L'objectif étant que je suis un e-commerçant, j'ai envie de faire grandir mon business, soit je compte démarrer sur Google Ads et je voudrais savoir, tu vois, un petit peu ce qui se passe et comment ça marche, quelles sont les stratégies, etc. Ou alors je fais déjà du Google Ads Mm. et je veux scaler mon business et je veux être sûr de soit pas faire n'importe quoi, ou alors d'être prêt, tu vois, pour les différents changements que toi tu vois. Donc comme toi, tu es un petit peu tout le temps, tout le temps dans Google, tu es tout le temps en train de gérer des campagnes, en plus des grosses campagnes. Est-ce que tu peux déjà commencer un petit peu à nous dire globalement, est-ce qu'il y a des changements entre 2022, 2023, est-ce qu'il y a des changements récemment, est-ce qu'il y a un petit peu des choses qui vont arriver qu'on devrait savoir? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo entre guillemets de l'overview global de l'écosystème Google Ads actuellement? Ok, donc en effet, effectivement, moi, c'est mon quotidien et je passe mes jours entiers dans des comptes Google Ads. Et en fait, c'est un écosystème déjà qui est très riche, hein, puisque Google Ads, c'est pas que les publicités avec les petits liens bleus qu'on voit au-dessus de Google. C'est aussi tout le réseau display, YouTube, le monde app mobile, etc. Donc en fait, c'est quand même un levier publicitaire qui est très très gros et qui souvent devient le premier levier publicitaire, même chez des e-commerçants ou d'autres annonceurs. Donc du coup, tu me poses la question sur un peu qu'est-ce qui change entre 2022 et 2023. Alors déjà, bonne nouvelle, il y a plein de choses qui restent pareilles. Ça, c'est Ok. ça, c'est déjà pas mal. Mais il y a quand même effectivement des tendances de fond qu'on peut noter. Je dirais, pour moi, il y a trois grandes tendances qui continuent de s'amorcer et de s'accélérer en 2023 et qui en plus certainement vont continuer en fait de se développer même après. La première, c'est la tendance vers de plus en plus d'automatisation. Donc là, pourquoi c'est important pour les annonceurs et pour les e-commerçants qui te regardent, Martin, c'est que en fait, de plus en plus, on va entre guillemets perdre le contrôle sur nos publicités pour laisser toujours un petit peu plus de place à l'intelligence artificielle de Google. Donc déjà, Google en 2023 par rapport à 2022, il y a des choses qu'on peut noter. Ils font un énorme push sur ce qu'on appelle le ciblage large. Donc en fait, quand on achète, quand on enchérit sur des mots-clés sur Google Ads, on peut donner des règles sur comment on souhaite que notre publicité soit diffusée. Et le ciblage large, c'est celui qui est le plus comme son nom l'indique, le plus large, quoi. C'est-à-dire que si je me mets à enchérir sur le mot voiture, je pourrais très bien sortir ma pub sur un mot-clé comme Jaguar, par exemple. Alors qu'en fait, les deux, Yeah. de facto, n'ont pas forcément quelque chose à voir. Donc, lui, Google, il demande à ce que de plus en plus on utilise ce type de ciblage pour justement, en fait, que ces algorithmes puissent avoir plus de terrain de jeu pour pouvoir explorer et essayer d'atteindre l'objectif de l'e-commerçant. Mais là, pareil, hein, c'est-à-dire qu'on va côté de l'annonceur, on perd du contrôle. L'autre mouvement aussi qui illustre ça, c'est comment dire, la montée en puissance de Performance Max. On en reparlera peut-être là dans cette vidéo, mais il y a même des types de campagnes qui disparaissent au profit de Performance Max. Et même, on peut envisager peut-être un monde dans lequel, dans peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça sera avant tout, Google Ads, ça sera avant tout des campagnes Performance Max.
Voilà. Et puis ensuite, même au niveau des annonces, avant, on pouvait écrire de A à Z chaque annonce, chaque titre, chaque description qu'on voulait faire apparaître sur nos publicités. Là maintenant, on change un petit peu le système. Toutes ces annonces-là ont disparu au profit d'annonces qu'on appelle responsive search ads et dans lesquels là en fait l'annonceur va donner différents titres, différentes descriptions et encore une fois c'est l'intelligence artificielle de Google qui va faire le job et qui va décider au moment crucial de comment en fait il va combiner ces différents éléments pour afficher la publicité. Donc là, du coup, on voit qu'effectivement, une première grande tendance, c'est de plus en plus d'automatisation dans la publicité, de moins en moins de contrôle pour l'annonceur. La deuxième tendance importante à soulever aussi, c'est le move vers beaucoup plus de privacy. Donc la confidentialité des données, c'est un sujet. Là, depuis l'avènement de RGPD, quand même, les annonceurs travaillent beaucoup dessus sur ce sujet-là. Et bien évidemment, la publicité Google, elle n'est pas épargnée non plus. Donc il y a des choses qui disparaissent. Par exemple, ce qu'on appelle les audiences similaires dans Google Ads, c'est l'équivalent un peu des lookalike sur Facebook. Bon, bah là, c'est pareil, c'est fini. Ça va être terminé en 2023. Ok. De la même manière, justement, les e-commerçants connaissent bien un outil comme Google Analytics qui te permet justement de suivre toutes les analytics de ton site. Pareil, sous l'angle un peu privacy, mais pas que, bien sûr. Ça va disparaître à l'été 2023 au profit d'une nouvelle version de Google Analytics qui est Google Analytics 4 qui amène plein d'autres choses technologiquement parlant, mais surtout aussi qui se veut être plus privacy friendly en fait. Et ensuite, il y a tout un push également autour de la mesure, puisque dans un monde où les internautes refusent finalement de plus en plus d'être traqués, ça pose un problème pour les publicitaires et pour les e-commerçants, c'est de savoir quel est finalement le retour sur investissement de mes annonces publicitaires. Est-ce que les gens qui ont cliqué sur mes pubs, ils sont convertis derrière? Donc là aussi, Google, par exemple, pousse vachement ce qu'on appelle le consent mode, qui permet en fait de s'appuyer sur d'autres données, on va dire, pour faire simple, pour arriver, entre guillemets, à remodéliser les conversions qui sont perdues. Donc voilà, ça c'est le deuxième grand move. Donc le premier c'est plus d'automatisation, moins de contrôle. Le deuxième c'est des fonctionnalités de plus en plus privacy friendly entre guillemets ou dans cette ère du temps privacy. Et je dirais après on trouve en effet quelques nouveautés tactiques. Ça c'est un peu le troisième changement avec par exemple des nouveaux formats qui vont apparaître et qui sont même déjà apparus aux US pour le secteur automobile. Donc en fait, tu vois, tu as par exemple le format shopping, quand tu cherches quelque chose sur Google et que tu vois le petit carrousel avec les vignettes produits qui s'affichent. Tu pouvais vendre des télés, tu pouvais vendre des pommeaux de douche, tu pouvais vendre des lampes, mais tu pouvais pas vendre des voitures. Et là maintenant, ça y est, aux US, ils peuvent faire ça avec des voitures. Pareil, au niveau de YouTube, il y a la possibilité maintenant de déclencher, de diffuser des annonces audio, simplement, un peu à la Spotify. Et aussi, il y a des nouvelles fonctionnalités qui aident les annonceurs qui utilisent la vidéo, par exemple pour mettre un voice-over sur les vidéos publicitaires qui poussent sur YouTube, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu tactique. Mais finalement, je dirais, il y a trois grands changements. Le premier, c'est plus d'automation et d'intelligence artificielle, moins de contrôle. Deuxièmement, c'est une publicité qui essaye, dans tous les cas, d'être beaucoup plus privacy friendly. Et après, troisièmement, des petites opportunités tactiques comme les audio ads, les nouveaux formats pour l'automobile, etc., etc. Trop cool. Merci beaucoup déjà pour cette grande overview de l'écosystème Google Ads. C'était bien clair, j'ai bien compris et c'était vraiment trop cool. Je pense que j'ai deux, trois questions sur chacun Ouais, bien sûr. sur chacune des grosses tendances. La première, c'était par rapport à plus d'automatisation et moins de contrôle. Déjà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire confiance à Google? Parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que oui et non, c'est bien. Enfin, tu vois, pour moi qui est très très loin d'être très expert comme toi. Moi, je sais même pas si j'ai déjà fait une campagne de Google Ads dans ma vie. Donc vraiment, je connais pas grand-chose. Donc tu vois, donc vraiment de manière très comme ça, première idée instinctive, j'ai l'impression que si Google fait tout pour moi, bah du coup ça va être plus facile. J'ai un peu moins besoin de réfléchir et c'est peut-être plus facile comme point d'entrée. Mais d'un autre côté, je pense que je connais mes clients mieux que Google et je peux écrire des textes un peu plus efficaces, un peu plus persuasifs et compagnie. Et donc peut-être que j'y arriverai mieux. Donc
de ton point de vue à toi, ça marche bien? Ça, c'est vraiment une bonne idée ou pas? Ouais, effectivement, on est en droit, c'est une question légitime et on est en droit de s'interroger. Mhm. Et même, je vais te dire, Martin, en fait, il y a même encore, tu vois, parmi les professionnels de Google Ads, tu as toujours un peu des débats comme Mhm. ça. Tu as des gens qui sont peut-être un petit peu plus pro-automation et d'autres qui Ok. vont être plus nostalgiques d'un temps où tu avais plus de contrôle, etc., etc. Mais globalement, en fait, je dirais si. La réponse courte, c'est oui, ça marche, en fait. Ça marche et ça marche très, très bien. Ok. Et notamment, bon alors là, c'est un peu différent avec Performance Max qui fait vraiment, là, qui traverse une frontière, je dirais, que les professionnels du SIA avaient pas vu avant. Mais jusque-là, en Ok. réalité, ces fonctionnalités d'automatisation, je dirais que ça reste hybride. On est sur quelque chose qui travaille entre l'humain et l'intelligence artificielle. Par exemple, prenons les annonces. Tu disais, oui, moi je connais mes clients, je suis peut-être en mesure de réaliser de meilleures annonces. Et c'est vrai, mais du coup, ça reste quand même toi qui écris les 15 titres, les 15 descriptions, c'est-à-dire que c'est toi qui connais mieux tes clients, qui va savoir quel type d'accroche, de headline ou d'éléments de réassurance va pouvoir faire mouche chez eux. Et lui, ensuite, Google, la seule Mhm. chose qu'il fait, c'est qu'il met à ton service, si tu veux, sa puissance de calcul et la puissance de son algorithme pour ensuite pouvoir définir bah, c'est quoi finalement les meilleures combinaisons? Est-ce que c'est mieux quand tu combines le bénéfice 1 et le bénéfice 3 ensemble avec tel call to action? Ou au Ok. contraire, est-ce qu'il vaut mieux que tu commences tout de suite par de la réassurance et qu'ensuite tu balances tes bénéfices? Donc finalement, là, la partie automatisation, elle sert à ça. Donc là, on est un peu Mhm. sur de l'hybride. Pareil, par exemple, pour la gestion des enchères. Une des grosses choses qui est automatisée aussi dans Google Ads et qui fonctionne très bien, c'est la gestion de tes enchères. Donc avant, quand même, pour bien se rendre compte, on gérait des enchères au niveau d'un mot-clé pour un CPC donné et peut-être parfois pour 20 000, 30 000, 50 000 mots-clés. Là, grâce justement à l'automatisation, on va quand même se décharger d'une part de ce travail, c'est-à-dire qu'on va définir une stratégie et ensuite derrière l'algorithme va nous aider à l'exécuter. Et en plus de ça, lui, il va l'exécuter dans des proportions où dans laquelle c'est même humainement impossible de le faire. C'est-à-dire que l'algorithme de Google, Ok. lui, quand il y a une enchère, déjà il va l'optimiser en temps réel, c'est-à-dire vraiment au moment de l'enchère. Donc ça, c'est pas possible, hein, puisque déjà toi, tu vas avoir peut-être 10 enchères chaque seconde dans lequel tu participes, donc tu peux pas être derrière le compte tout le temps. Et Mhm. en plus de ça, il va le faire sur une centaine de signaux. Donc toi, oui, tu peux comme ça regarder a posteriori et puis mettre des ajustements un peu par-ci, ajustements par-là, changer tes bids, etc. Mais tu pourras jamais le faire de manière aussi précise et complète, en fait, finalement, que l'algorithme. Donc du coup, c'est pour ces raisons que quand même ça marche plutôt bien. Du coup, au final, on paye moins cher, on a plus de visibilité, c'est plus facile de démarrer. C'est quoi un petit peu, tu vois, la conclusion finale de tous ces changements? Ouais. C'est pas forcément que tu payes moins cher. Et d'ailleurs, justement, je pense que Ok. c'est ça un peu le piège. C'est-à-dire que justement, il y a Plus ça un des augmente. mythes, c'est tu te dis, OK, bah, je vais mettre ma campagne et puis de toute façon, Google est assez fort pour trouver mes clients. Alors Mhm. ça marche pas du tout, en effet. Et d'ailleurs, justement, D'accord. tu risques de payer cher en réalité. Non, je dirais que, ça pousse déjà ça nous pousse, nous, en tant que spécialistes Google Ads, à faire plus de marketing et à être plus portés sur la stratégie. Donc, plutôt que de passer Ok. 80% de ton temps à changer 3 centimes sur une enchère, tu vas passer, en fait, plus de temps déjà à réfléchir, optimiser tes landing pages, réfléchir à ton offre, justement, travailler tes annonces, donc, ça va être déjà un travail qui va être un petit peu plus stratégique, numéro un. Et numéro 2 aussi, du coup, si je tire le fil, c'est que quand tu as la bonne stratégie et que tu as trouvé la bonne recette, bah, l'automatisation va te permettre finalement de l'industrialiser et de le garder plus longtemps dans le temps, en réalité. Tu vois, plutôt que si tu le faisais tout à la mano et que tu devais à chaque fois réajuster la course de tes campagnes manuellement. Je dirais c'est ça en fait le principal avantage. Effectivement, ça fait sens, ça fait sens, ça fait sens. Ok, du coup, pour quelqu'un qui démarre, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui ou c'est juste différent? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est une super question. En fait, pour être honnête, c'est-à-dire que je pense qu'en réalité c'est plus difficile.
aujourd'hui pour quelqu'un qui C'est démarre. plus. Ok. Et notamment parce que Ok. justement, tu es un peu perdu par rapport à ces automatisations. Par exemple, tout de suite, tu vas te dire, OK, bah, en fait, allons-y pleine balle, je vais créer des campagnes Mhm. automatisées, Google va faire le job, moi en plus, j'y connais pas trop, etc., etc. Et c'est là où le drame arrive, où tu te rends compte que tu as dépensé 5000 balles et que tu as zéro vente, quoi. Et tu comprends pas pourquoi, en fait. Mhm. Donc, justement, parce que automatisation ne veut pas dire, justement, vraiment simplification. En réalité, moi, je vois sur des produits purement automatisés, même comme Performance Max, les techniques d'optimisation, des fois, que j'utilise, sont beaucoup plus compliquées que celles que j'utilisais avant quand Ok. tout était en manuel, etc. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des analyses nouvelles, des insights, d'aller chercher des insights totalement différents que tu n'allais pas forcément voir avant, pour ensuite les combiner ensemble et créer, tu vois, des ciblages, par exemple, qui sont uniques, complètement propres, Ok. tu vois, à un annonceur. Et ça, forcément, quand tu es débutant, bah, tu fais pas ça, quoi. Et tu commences, Mhm. tu dis, bah voilà, j'achète le mot-clé, bah, tiens, micro pour podcast. Et puis en fait, tu connais pas un peu les détails du système, et c'est là où, en gros, tu comprends pas et tu te fais littéralement éclater, quoi. Et en fait, justement, je trouve que plus on avance vers l'automatisation, et plus les professionnels qui tirent leur épingle du jeu, ce sont au contraire ceux qui connaissent super bien l'aspect manuel des choses, c'est-à-dire ils connaissent de A Ok. à Z, tu vois, comment réagissent les algorithmes de Google, quelles sont les bonnes pratiques déjà fondamentales, tu vois, de la publicité. Parce qu'en fait, si tu les as pas aujourd'hui, bah, du coup, tu as beaucoup de probabilités quand même d'être déçu, en fait, par la publicité Google Ads quand Mhm. tu es débutant, je trouve. Ok, je vois. Du coup, tu as évoqué plusieurs produits jusqu'à maintenant, plusieurs possibilités qu'on peut faire avec tout l'écosystème de Google Ads. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les produits qui sont les plus adaptés, les plus importants quand on fait du e-commerce aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait regarder et qu'est-ce qu'on devrait considérer? Ok. Alors déjà, quand tu es un e-commerçant, je pense que Google Ads, c'est super puissant. C'est un des leviers qu'il faut Ok, absolument, absolument, absolument activer parce que en réalité, tu vas pouvoir cibler des gens qui ont justement une intention d'acheter potentiellement ton produit, quoi. C'est-à-dire que là, c'est très complémentaire d'autres choses que tu peux faire, mais on est vraiment dans du marketing pool. C'est-à-dire que les gens vont exprimer une intention sur Google notamment, et toi, tu vas juste être là pour t'afficher au bon moment et essayer de la récupérer. Et c'est extrêmement puissant et ça peut devenir très, très, très rentable. Et donc, du coup, sur les produits qui, pour moi, je trouve, sont indispensables pour un e-commerçant, bah, déjà, tu as Google Shopping. Google Shopping, tu sais, ce sont les petites vignettes que tu vois apparaître en haut du moteur de recherche avec le visuel du produit, le prix, le nom du marchand. Ça, c'est le levier numéro un pour moi en e-commerce. Je dirais même c'est obligatoire. Et même quand tu fais du dropshipping, que c'est pas tes propres produits, c'est très franchement un levier e-commerce indispensable. Là, il y a des stats déjà en 2020, donc tu vois, c'était même avant. Je crois que c'est 2020. Mais pour des requêtes purement e-commerce, 75% des clics se faisaient sur ce format-là, tu vois, pas sur les liens ah bleus, oui, mais carrément sur le format shopping carousel. Donc Google Shopping, ok. ça c'est le produit que tu dois activer. Dans la même veine, tout dépend, mais Performance Max peut être super intéressant pour toi là aussi, hein. Ça Ok. peut très très bien fonctionner. Moi j'ai des comptes sur lesquels en e-commerce ça fonctionne du tonnerre. Et là en plus aujourd'hui Google te donne la possibilité même de faire un espèce d'A/B testing, enfin c'est même pas un espèce, c'est un A/B testing entre des campagnes shopping, tu vois, normales et justement ce nouveau produit Performance Max. Donc toi tu peux quand même faire le test avant, mais moi je vois ça peut être extrêmement puissant. Notamment quand tu as des personas en fait qui sont bien définis, que tu as une cible, tu vois, qui a des traits caractéristiques tout à fait particuliers. Là, Performance Max, c'est génial parce que tu peux doper en fait tes ciblages en disant à Google, bah, tu vois, c'est ça mon client idéal. Et du coup, quand tu tapes juste, alors là, c'est pouf, c'est exponentiel, quoi. Donc Google Shopping, Performance Ok. Max. Il y a un autre produit, et là pour le coup aussi, qui est assez expert, je dirais, mais qui pour le coup en e-commerce pour moi est un must-have. C'est un produit qui s'appelle Dynamic Search Ads.
Donc en fait, c'est un type de campagne qui Ok. fait l'inverse de ce qu'on connaît. Donc normalement, quand tu fais du search, c'est tu choisis des mots-clés, tu rédiges une annonce et tu dis bah tu renvoies tout le monde vers cette page-là, d'accord? Bah, là en fait, Mhm. Dynamic Search Ads, il fait le contraire. Tu dis à Google, voici mon site, voici mes fiches produits et voici ce que je vends. À toi maintenant de me trouver les meilleurs mots-clés, les plus pertinents par rapport à ce que je vends. Et ça, le fait de renverser cette D'accord. logique, ça peut être extrêmement puissant. Donc par exemple, moi en e-commerce, comment je l'utilise ce produit, c'est-à-dire que je fais scanner, si tu veux, à Google toutes les fiches produits du catalogue, et comme ça me permet derrière de découvrir potentiellement plein de nouveaux mots-clés, hyper pertinents pour moi, mais Mhm. plus important, qui sont rentables en fait. Et une fois que je spot, Mhm. tu vois, plein de mots-clés rentables comme ça, auxquels même j'avais peut-être pas pensé au début, bah là, je les prends, je les sors et du coup, là, tu les travailles de manière plus fine, tu fais des annonces particulières pour eux, tu vas peut-être gérer tes enchères un peu différemment, etc., etc. Mais donc, ce produit-là, Dynamic Search Ads, en e-commerce, je trouve que c'est un produit aussi Super. de tueur. Donc, Google Shopping, Performance Max, Dynamic Search Ads, tu as du retargeting. Tu peux faire du retargeting super puissant sur Google Ads avec du dynamique, donc un peu, pour ceux qui connaissent, à la Criteo-like. Donc, c'est-à-dire, j'ai vu un produit, puis ensuite, tu vois, je quitte le site, je me rebalade sur le web, et là, je revois exactement le produit. Euh, Ça marche toujours, hein. Il y a un débat philosophique autour de ouais, le remarketing, machin. Mais en fait, ça marche toujours, pour être honnête. Tu as toujours une bonne rentabilité sur ce type de campagne-là. Et en plus, justement, c'est complémentaire par rapport à Performance Max parce que ils n'ont pas exactement, si tu veux, les mêmes inventaires, donc les mêmes espaces publicitaires. Tu as encore plus d'espaces publicitaires quand tu fais des campagnes remarketing sur Google Ads. Voilà. Donc Google Shopping, Ok. Performance Max, Dynamic Search Ads, Dynamic Retargeting et peut-être le dernier, allez un cinquième, c'est sur YouTube. Tu as Google qui a sorti un produit qui s'appelle Video Action Campaign, qui est un petit peu la publicité vidéo, entre guillemets, à la performance, justement pour les e-commerçants, où tu vas pouvoir tout optimiser et Ok. enchérir par rapport à des conversions, justement. Et ben ça, c'est intéressant, je trouve également. Pour moi, dans mon cas, il y a plus d'une fois, tu vois, où ça a bien fonctionné, notamment quand tu as des produits un peu à plus forte valeur ajoutée avec des paniers moyens un peu plus élevés. Le fait d'aller chasser en fait tes clients sur YouTube, ça peut rapporter vraiment des ventes incrémentales et rentables. YouTube, il y a quand même beaucoup de gens qui y passent du temps. C'est aussi le deuxième moteur de recherche, hein, quand même après Google. Donc en fait, il y a également tes clients là-dessus et les communiquer en fait sur ton produit, ton enseigne, ton site en vidéo, c'est aussi une manière super intéressante d'avoir des clients additionnels, quoi. Ok, trop cool. On sent la passion dans ta Ouais. voix, hein. Quand tu nous expliques tout ça, on sent que on sent que déjà ça te plaît et en plus ça tu maîtrises ton sujet à 200%. Genre c'est vraiment ultra précis, on sent que tu as un grand sourire quand tu parles de Google. Non, vraiment c'est un plaisir. Merci encore pour bah ouais, merci encore à toi de nous partager tout ça. Du coup, OK, trop bien. J'ai pas beaucoup de questions là par rapport à ça parce qu'effectivement c'est bien clair et je vois exactement quoi faire. Bah, le prochain truc que je voulais te demander, c'était par rapport à Performance Match. Il me semble, si je me Ouais. trompe pas, qu'ils ont un petit peu forcé à tout le monde de passer dessus courant de l'année dernière, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a un peu, vu qu'on a un peu plus de data? Je vais te poser la même question que je t'ai posée plus tôt. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu es content? Est-ce que les annonceurs sont contents globalement? Comment ça se passe par rapport à Performance Match? Ah, bah, super. Alors là, tu disais que j'avais l'air passionné. Là, c'est bon, c'est parti. Là, tu m'as encore C'est encore doublé pire. mon niveau de passion. Non, mais Ok, je crois que j'ai la moitié de ma réponse alors. ouais, non, non, mais déjà, en fait, c'est Performance Max, je trouve ça super. Globalement, déjà, le move est super intéressant. Mhm. Moi, c'est un produit déjà que je Ok. connaissais, donc tu as tout à fait raison. L'an passé, ce qui s'est passé, c'est que Google a demandé à tous les annonceurs qui utilisaient justement des campagnes Google Shopping entre guillemets, dopé à l'intelligence artificielle, hein, qu'on appelait smart shopping. Ils ont dit, bon, ben ça c'est terminé, la Ok. fête est terminée avec ça. Maintenant, on vous demande de changer vers un type de campagne, de migrer vers des campagnes Performance Max. Et c'est vrai que Performance Max, ça a généré beaucoup de débats parce que en fait, c'est une logique qui est complètement nouvelle, il faut se dire, pour nous. Moi, je fais du SIA depuis 15 ans et en fait, c'est la première fois que
on a un changement qui est aussi finalement disruptif sur la manière dont on doit faire la Ok, publicité sur Google. Et alors c'est intéressant parce que moi déjà j'ai vu ce produit alors que j'étais chez Google. C'est un produit enfin à la Google, c'est-à-dire qu'en fait avant de sortir les produits quand même, on les voit en alpha, en bêta. Donc c'est un produit déjà que j'avais vu en 2020 déjà quand le produit était vraiment en tout ok, début alpha et que tu avais que quelques annonceurs qui pouvaient l'utiliser. Et franchement je vais te dire, on n'y était pas quoi. Moi j'avais beau avoir le badge Google. Je recommandais jamais Performance Max à mes clients, mais jamais, jamais. Et ok. force est de constater aujourd'hui, 2 ans plus tard, quand même, le produit a fait énormément de progrès. Il a fait beaucoup de progrès. Et en Ok. fait, il faut comprendre qu'en réalité, Performance Max, c'est pas tellement que ça un nouveau produit, c'est-à-dire c'est marketé comme un nouveau produit, une nouvelle manière de faire du Google Ads. Mhm, mhm. Mais quand tu analyses et que tu regardes ce que c'est en fait, c'est juste un agrégat de d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle que Google faisait déjà très bien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends Ok. le smart bidding, justement, donc la gestion des enchères par intelligence artificielle. Google le fait depuis des années, les annonceurs l'utilisent depuis des années. Hop, ils prennent ça, ça fait une brique de performance max. Tu prends la créa, le fait de combiner les créas, hop, c'est une autre brique. Tu prends Dynamic Search Ads, justement, dont on vient de discuter précédemment. Là, tu le prends, ça, c'est encore une autre brique. Et tout ça, bah, tu le mets dans un joli paquet cadeau, tu mets un joli ruban et tu as dit, ben voilà, tatam, ça c'est Performance Max. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, on n'est pas sur une révolution côté Google. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des trucs qui fonctionnaient très bien et ils les ont packagés ensemble et ils ont dit, bah maintenant, on va changer l'expérience d'implémentation un petit peu pour l'annonceur pour faire en sorte que, en gros, il utilise vraiment toutes ces fonctionnalités-là à 100%. Donc en fait, c'est ça, Performance Max. Et après, en effet, tout est packagé dans un seul type de campagne. Et plutôt que de dire, bah, tu dois choisir entre faire du search, du shopping, du YouTube, etc. Ils disent, bah, nous, on va simplifier la tâche. En fait, Google, c'est pas que le search, c'est, tu vois, tout un écosystème. Et donc maintenant, dans ce type de campagne, tu as un canal, c'est le canal Google, et qui peut en fait aller chercher tes clients partout où ils sont. Point, c'est tout. Et voilà. Et donc, c'est une logique différente parce que justement, avant, je dirais que le jeu, c'était plus de dire bah, qu'est-ce que je dois cibler. Et ensuite, c'était de dire est-ce que ça me rapporte justement bah, des ventes en e-commerce. Là, c'est un peu le contraire. C'est tu donnes en fait l'objectif à Google, tu dis bah moi, ce que je veux, c'est des ventes en respectant une rentabilité de temps. Maintenant, tu te démerdes, tu vas chercher sur YouTube, tu combines les ads comme tu veux, mais moi, c'est ça que je veux. Donc en fait, c'est là aussi où la logique se renverse. Et donc, bah, le verdict, pardon, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Bah, je dirais, comme tout, il y a du bon et du moins bon. J'ai vu des campagnes Performance Max qui étaient excellentes et qui ont, tu vois, surperformé par rapport à toutes les autres campagnes d'un compte. Et puis j'en ai vu qui se sont vautrés lamentablement, tu vois. Donc en fait aussi, c'est que Performance Max, c'est intéressant, mais c'est pas un type de campagne magique. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est pas parce que tu fais une campagne performance pas que d'un coup, ça fonctionne. Et après aussi, l'autre learning important pour moi, c'est que c'est jamais en fait la colonne vertébrale de ton compte. C'est-à-dire que c'est c'est- c'est juste complémentaire par rapport à ce que tu faisais déjà, à tes campagnes search, à tes autres campagnes de remarketing, à tes campagnes, etc. Donc, il faut voir Performance Max comme un complément et non pas comme la colonne vertébrale de ton compte et genre, je vais faire une Performance Max et c'est ça qui va en fait driver C'est 100% tout. du business pour moi, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt à voir comme un complément, en effet. Alors, je sais pas, est-ce que ça répond à ta question, Martha? Non, c'est très bien, très bien, très bien. Ça répond très bien à ma question. Du coup, effectivement, en fait, on devrait avoir nos autres campagnes normales, entre guillemets, sur les autres produits et avoir aussi du performance max et voir un petit peu comment ça se passe. Tu vois. C'est ça un petit peu Ouais. ce que toi tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, Après, quand même, il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que Performance Max, on l'a dit précédemment, mais c'est complètement dopé en fait à l'intelligence artificielle. Et du coup, vu que c'est dopé ok. à l'intelligence artificielle, bah, l'intelligence artificielle, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de données. Et pour avoir des données, il faut Mhm, avoir de la diffusion. Et pour avoir de la diffusion, il faut du budget. Donc ça veut dire qu'aussi, si tu lances une campagne Performance Max avec 10 euros par jour, par exemple, ça va pas fonctionner. Tout simplement parce que aussi, c'est pas un type de campagne qui est fait pour ça. C'est un type de campagne qui va bien fonctionner quand tu es capable quand même d'investir un certain volume d'argent aussi déjà
en complément de tes autres campagnes, bien sûr, pour justement permettre à Performance Max d'apprendre des choses. Donc c'est pour ça aussi, si justement pour les e-commerçants qui te regardent, pour ceux qui ont un budget de 20 ou 30 euros par jour, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas la peine, le sujet se pose pas, n'essayons même pas Performance Max, quoi. Rien que faisons du shopping classique et du search classique, et ça ira très bien, quoi. C'est très bien. Voilà. Ok. Donc du coup, ça, c'est important aussi à prendre en compte. Mais ensuite, après, de manière générale, l'efficacité de Performance Max, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est elle est un peu moins bonne de manière générale. C'est-à-dire que concrètement, les taux de conversion, moi, ce que je vois, sont quand même moins bons. Mais là où tu t'y retrouves, c'est que comme en fait, il y a un océan de clients d'espace, d'inventaire, si tu veux aller chercher, tes Mhm. coûts unitaires, donc tes coûts par clic, sont souvent plus bas, ce qui fait que tes coûts d'acquisition sont eux aussi souvent plus bas. Donc finalement, tu as une efficacité un peu qui est en baisse, mais qui est compensée par une meilleure efficience. C'est moins C'est-à-dire cher. tu convertis un peu moins, mais comme de Mhm. toute manière, finalement, tu payes chaque client un peu moins, bah finalement, pour toi, c'est rentable, Mhm. quoi. Donc du coup, tu vois, c'est ça aussi. Donc Mhm. ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que oui, en complément, mais après, il ne faut pas non plus en attendre. En tout cas, pour moi, je pense que de mon côté, c'est un apprentissage. Il ne faut pas en attendre à ce que, au contraire, ça va avoir 5 fois plus de taux de conversion que tes autres campagnes. En général, c'est pas vrai, ça va avoir le même taux de Mhm. conversion, voire un tout petit peu moins, quoi. Et du coup, c'est quoi le budget à peu près qu'il faut pouvoir se permettre de mettre pour que le performance match commence à être quelque chose d'intéressant? Grande Alors question, grand c'est débat aussi. ouais, c'est un grand débat, puis c'est une question quand même qui est assez difficile, tu vois, à répondre. Mais je dirais Mhm. que pour moi déjà, si t'as pas déjà 100, si t'es pas prêt à mettre 100 euros par jour donc en performance max, je suis pas certain que ça soit le bon levier pour toi. C'est un peu D'accord. l'ordre d'idée, tu vois. Et sinon, après, il y a Ouais. une autre manière que j'ai de réfléchir, c'est tu prends ton coût d'acquisition, tu prends ton coût par conversion. Je sais pas si dans ton e-commerce, tu as une vente pour 20 balles, imagine-toi, et tu le multiplies Mhm. par 4. Et ça, c'est le budget un peu minimum Mhm. par jour que tu dois considérer pour Ok. Performance Max. Tu vois, c'est une autre manière un peu de le Ok. voir. Mais voilà, donc si tu as des coûts d'acquisition à 100 euros parce que tu vends justement du matériel super haut de gamme, avec des paniers moyens à 1000 euros, etc., bah, peut-être que là, Performance Max, il faudra que tu considères de mettre 400 ou 500 euros par jour pour que vraiment ça soit intéressant et que ça Mhm. fonctionne bien. Voilà. Ok, intéressant. Bah, merci pour ces ordres de grandeur. Comme ça, au moins, on peut se situer. C'est vraiment top. Du coup, on a commencé un petit peu à parler de stratégie, de un petit peu ce qu'on devrait faire en termes de produits, en termes de stratégie et de comment est-ce qu'on set up nos budgets, nos campagnes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelles sont les meilleures stratégies qui marchent le mieux aujourd'hui? Si tu peux nous donner des conseils pour les débutants et pour les un peu intermédiaires plus avancés, ce serait vraiment le top. Ouais, ce serait vraiment super si on peut pitch your brain sur ce sujet. Ok, donc les meilleures stratégies qui marchent le mieux pour débutants et pour intermédiaires. Ouais, donc commençons par les débutants, peut-être. Let's go. Alors forcément Faisons ça. déjà, de toute manière, ces conseils-là, c'est forcément à prendre avec des pincettes parce que d'une industrie à l'autre, d'un secteur à l'autre, bien entendu, ça peut varier. T'as pas une seule stratégie gagnante Mhm, mhm. en fonction de ton business, de ton positionnement, de ce que tu vends, de ton marché. Tu as des conditions différentes qui fait que voilà. Donc ça, c'est déjà à prendre avec les pincettes. Mais je dirais qu'après, il y a quand même un template, notamment par exemple si je pense aux débutants, bah, tu es en e-commerce, en général, c'est une très bonne idée de commencer bah, justement par une campagne shopping standard, donc qui te permet de s'afficher dans le carrousel. Elle va te donner aussi du contrôle sur ce que tu affiches, en tout cas plus que Performance Max. Et puis aussi, elle va te faire découvrir tous les requêtes précises qui vont déclencher tes publicités. Et ça, c'est super intéressant. Parce que du coup, tu vas aussi pouvoir comprendre derrière quels sont le type d'intentions qui sont rentables pour ton e-commerce et celles qui le sont moins, quoi. Tu vends des bracelets de bijouterie. Voilà, peut-être qu'en fait, les gens qui vont chercher de l'or
eux, ils se convertissent pas bien, et ça serait intéressant de le savoir, même pour après diriger et optimiser toute ta pub, alors que ceux qui cherchent de l'argent ou des bijoux fantasy, eux, au contraire, tu as des taux de conversion qui sont explosés à x20, et donc ça aussi, c'est des trucs intéressants. Donc, stratégie pour les débutants, déjà, un, tu démarres avec une campagne shopping standard. Deux, là aussi, c'est pas très compliqué, mais si tu revends du coup d'autres marques, achète les marques que tu revends. Ça, c'est évident. Donc, t'es un site en e-commerce de sneakers, tu vends des Nike, des Adidas et des Converse, bah, achète en fait les gens qui cherchent chaussures Nike, Air Force One, Adidas. etc., chaussures Adidas, machin, Ok. parce que eux, ils sont vraiment dans le mindset, bah, c'est justement tes clients, c'est ceux-là que tu veux. Donc, du coup, si tu représentes des marques aussi, n'hésite pas à acheter et enchérir sur le nom des marques que tu distribues. Troisièmement, une stratégie de débutant aussi qui peut fonctionner, alors qui fonctionne et des fois qui fonctionne pas, il faut la tester pour voir, mais c'est celle d'enchérir sur le nom de tes concurrents en réalité. Le fait Ok. déjà d'apparaître avec des concurrents, surtout quand tu es débutant et que tu viens un peu de lancer finalement ton e-commerce, ça a un bénéfice, un, bah, d'afficher une publicité en face de quelqu'un qui est qualifié parce qu'il cherchait déjà à aller sur le site de ton concurrent, mais deux, ça peut aussi permettre de te positionner en fait en tant déjà qu'enseigne dans l'esprit des clients. C'est-à-dire que quand tu t'affiches avec tel autre site, ah ok, j'ai compris qu'en fait ce site il fait la même chose que lui, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Ça fonctionne pas toujours. Donc c'est pour ça il faut le tester. Et puis après, la limite quand même aussi de cette stratégie, c'est que des fois ça peut être cher. Ça peut être cher parce que Google va te faire payer un espèce un CPC qui est plus élevé parce que lui il va dire ouais ok en fait on cherchait Nike et toi t'es Adidas, c'est pas très pertinent, je vais t'afficher quand même, mais si jamais t'es cliqué, sache que je vais t'assassiner, je vais te faire payer super cher. Voilà. Mais par contre des fois en fait c'est que le taux de conversion sont tellement élevés derrière que ça vaut le coup, tu vois. Donc c'est pour ça pour les débutants c'est aussi une stratégie que je recommanderais, en tout cas au moins de tester. Et puis après, dernière stratégie que tu peux faire quand tu es débutant, bah, c'est tout simplement en fait aller enchérir sur des mots-clés qui sont hyper intentionnistes. Et tu peux justement cibler ces mots-clés-là en exact, donc pas, tu vois, genre en large, en laissant le système faire quoi que ce soit. Tu dis précisément à Google, moi, à chaque fois que quelqu'un tape exactement cette requête, je veux diffuser une publicité. Donc ça peut être des requêtes mon produit plus prix. Ça peut être mon produit plus taille, plus livraison express. Ça peut être donc après à toi de voir en fait quelles sont les requêtes intentionnistes dans ton business. Mais du coup en fait toutes ces requêtes là, ça peut être intéressant d'aller te battre là-dessus parce qu'en fait tu as des gens qui sont carte bleue à la main et qui cherchent juste et qui ont déjà fait tout ce travail de considérer le produit, la solution et tout. Donc maintenant, le but, c'est juste d'aller cueillir cette demande rentable. Donc du coup, ça, c'est une bonne stratégie pour les débutants. Donc si t'es débutant, je récapitule, tu fais campagne shopping, tu achètes une campagne qui enchérit sur les marques que tu distribues, tu testes d'enchérir sur le nom de tes concurrents, et tu fais une campagne aussi sur les mots-clés super intentionnistes en exact. Voilà. Là, déjà, tu es débutant, tu fais ça, t'es bien. T'es bien. Et Trop cool, trop cool. Tiens, pardon, je ouais, t'interromps je t'en juste, prie. juste avant qu'on passe par, aux personnes Ouais. intermédiaires et avancer. Franchement, c'est top tous les conseils que tu donnes. Et moi, tu vois, j'ai toujours ce sentiment. Tu vois, c'est pareil, moi, dans mon business, je suis toujours confronté à ça aussi, Mm. à comment on fait pour acquérir des nouveaux clients. Je me dis toujours, j'ai envie de faire du Google Ads, tu vois, j'ai envie de démarrer, ça a l'air bien, etc. Mais je vais pas devenir média buyer moi-même, tu vois. Genre, j'ai pas envie de me former autant et devenir un expert de Google, enfin entre guillemets, c'est pas mon métier, mais actuellement j'ai pas assez de budget pour embaucher quelqu'un, une agence, etc. Donc tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil à quelqu'un qui serait un peu dans cette situation-là, qui a envie de le faire, qui a pas besoin non plus que la campagne soit le top du top, tu vois, mais qui a juste besoin d'avoir assez pour démarrer, commencer à avoir des résultats et ensuite, une fois que son business il est plus gros, ensuite déléguer à une agence, bosser avec toi par exemple, tu vois, ou embaucher quelqu'un, tu vois. Mais un petit peu, entre guillemets, je dirais le toolkit de l'entrepreneur qui veut pas devenir média buyer, mais qui aimerait bien profiter de l'écosystème Google Ads. Est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous conseiller, une stratégie, un truc qu'on pourrait faire histoire de pouvoir démarrer quelque chose? Ouais. Alors en effet,
Bon, déjà, je pense que l'étape numéro un, même si c'est bon, c'est un petit peu ennuyeux de commencer par répondre ça, mais c'est qu'au début, en fait, tu es obligé dans tous les cas, si tu veux démarrer, à un moment donné, de te former un tantinet soit peu. Pourquoi? Parce que en fait, Google Ads, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être extrêmement puissant et rentable pour ton business, mais en même temps, ça peut être un gouffre à fric, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Ok, des sites e-commerce vraiment couler, en fait, hein, à cause de Google Ads. ok. Couler, quoi. Donc, tu peux pas faire exactement ce que tu veux, donc il faut que tu passes quand même un minimum de temps à te former. Au minimum, faut que tu, entre guillemets, que tu passes presque ta certification Google Ads. Donc en gros, avec, tu as des Ok. petits contenus, tu vois, qui ont été mis, c'est gratuit, hein, tu as des petits contenus qui ont été mis avec Google. Alors, tu n'es pas obligé de te certifier, mais déjà, en tout cas, je t'invite à consulter ces contenus parce que eux, ils vont te donner déjà la base de comment le système un peu fonctionne. Ça prend 2 heures de ton temps, tu vois, c'est pas extrêmement lent, Ok. mais ça prend 2 heures de ton temps, mais tu es obligé quand même d'en passer par là. Et là, là-dessus, tu connaîtras un peu mieux la plateforme, c'est-à-dire que voilà, quand le compte va s'ouvrir devant toi, tu vas pas être complètement paumé, mais tu n'auras pas les stratégies en plus, déjà à ce niveau-là, après 2 heures. Donc après, tu peux décider aussi de te dire, ok, bah finalement, je vais mettre un jour ou 2 jours de plus en pure formation avant de dépenser mon premier euro. Et là aussi, ça sera intéressant parce que en fait, justement, pour avoir tes premiers résultats, tu vas avoir besoin d'avoir quand même quelques techniques, etc. Donc, première étape, c'est dans tous les cas, passe du temps quand même à te former parce que sinon, tu prends le risque de perdre beaucoup d'argent potentiellement. Ça, c'est un. Deux, ensuite, c'est commence tout petit. C'est commence vraiment tout petit. C'est te dis pas, tiens, allez hop, je vais mettre un billet de 1000 balles et tout. Déjà, commence par une campagne où tu dépenses allez, 10 euros par jour, quoi. Histoire ne serait-ce que de Ok. tester comment ça fonctionne, de voir si le système réagit comme toi tu l'attendais. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte, toi tu pensais que tu allais payer des clics 50 centimes, et puis boum, tu vois des clics à 4,60 €, tu vois, enfin là, voilà, là tu te dis, oh là là, j'avais pas attendu ça. Donc, commence tout petit en fait Ok. pour aussi prendre un peu tes marques. Et là, là-dessus, à ce démarrage-là, très franchement, le but c'est pas d'avoir des résultats et tu n'auras pas de résultats pour être honnête. En tout cas, pas comme tu l'espères. Mais par contre, c'est déjà de voir, tu vois, de voir le système Google Ads un peu en pratique, en in motion, etc., etc. Et cetera. Et puis ensuite, une fois que tu es là, bah, construis le truc un peu de manière incrémentale. C'est-à-dire, tu te dis, OK, bon, bah voilà, j'ai testé, j'ai vu comment ça faisait. Donc maintenant, prochaine étape, je vais faire ça, je vais essayer d'aller promouvoir, je sais pas, telle catégorie de mon website, tu vois, ou tel produit même précisément. Et là, tu t'amuses, enfin, tu t'amuses entre guillemets, mais du coup, pareil, tu rajoutes une pierre à l'édifice et tu dis, bon, bah OK, là, je vais rajouter une campagne ou un groupe d'annonces, une annonce, etc. Et donc, avance comme ça, tu vois, de manière progressive, vas-y doucement mais sûrement. C'est plutôt ça, je dirais, la stratégie pour un vrai débutant. Mais dans tous les cas, il faut que tu te dises que tu dois passer par une case un peu quand même formation. Sinon, tu peux en fait jeter ton argent par les fenêtres. Make sense. Make sense, make sense. Non, j'aime beaucoup ton approche et ça fait carrément sens. Et du coup, ce serait quoi le moment où il faut se dire stop? En mode, c'est bon, ça marche pas, Martin, arrête. Arrête, c'est pas fait pour toi. Tu vas pas y arriver. Fais autre chose. Euh, Bah, déjà, alors déjà, le moment où c'est vraiment stop, c'est compliqué parce que souvent ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui n'a pas marché toi de ton côté. Euh, Ok. Tu vois, mais je pense que pour moi il y a trois signaux en gros où tu te dis bon là il y a un truc qui va pas. Le premier, c'est quand déjà, tu n'as plus le temps en fait de gérer tes campagnes. C'est-à-dire, toi, tu es e-commerçant, machin, et puis tu dis, merde, c'est pas possible, j'ai encore cette campagne qui tourne, ça fait un mois ou ça fait 2 semaines que je l'ai même pas ouverte, j'ai pas le temps, etc. Là, ça veut dire que certainement, il y a un truc qui va pas, et que déjà, peut-être toi, tu devrais le déléguer, déjà, cet aspect-là, ou que tu prends le risque que effectivement ça tourne d'une manière pas du tout efficiente, etc. Donc là, faut considérer voilà, ton modèle organisationnel, j'ai envie de dire. Le deuxième truc, c'est si tu as essayé déjà pendant 3 mois ou 6 mois, que tu as déjà dépensé plusieurs milliers d'euros et qu'en fait, c'est pas rentable.
et que ça marche pas et que tu as perdu plus d'argent que ce que tu en as gagné. Donc là aussi, c'est peut-être le moment en fait de s'arrêter et de lever un peu la tête et même éventuellement de te faire en effet accompagner pour voir, bah, essayer de comprendre mais pourquoi en gros ça n'a pas marché. Tu vois. Là, moi par exemple, je travaille avec un client qui est une start-up et elle a mis 6 mois, tu vois, elle a fait de la publicité Google Ads pendant 6 mois, elle y a mis 100 000 euros quand même, donc c'est pas rien, hein, tu vois, c'est pas. Ah oui. Et ils ont eu zéro vente, tu vois. Et là, Zéro ouais, vente avec 100 000 zéro euros. vente. Et donc, du coup, forcément, là, Ok. tu vois, là, t'arrêtes, et même c'est déjà presque, entre guillemets, pas trop tard, mais on aurait pu le faire avant, quoi. Mais là, t'arrêtes et tu dis, non, attends, on remet tout à plat parce qu'il y a quelque chose on s'est complètement loupé sur quelque chose, tu vois. Donc voilà, ça, c'est l'autre point. Et ensuite, après, le troisième signal pour moi aussi, où tu dois te dire, j'arrête, ou, hein, c'est quand tu te rends bien compte que tes campagnes, tu en es content, ça marche, mais en fait, tu te rends compte aussi que tu as d'autres choses dans ton business à aller explorer. Par exemple, parce que tu n'as pas que Google Ads dans la vie, tu vois. Donc, du coup, si justement tu ouvres un nouveau C'est canal, marrant que tu dises ça. non, mais si tu ouvres un nouveau canal, tu essayes du TikTok, ou au contraire, tu te rends compte que Mhm. ta stratégie CRM, jusque-là, elle était pourrie, et que ton taux de réachat, il est nul, bah, en fait, peut-être que là, c'est le moment aussi où voilà, ben, lève un peu le pied sur Google Ads ou délègue-le, confie-le à quelqu'un d'autre. Et toi, mets, tu vois, ton jus de cerveau et ton temps d'entrepreneur et d'e-commerçant pour solutionner en fait ces nouveaux problèmes qui demain, à moyen long terme, vont te rapporter aussi, tu vois, des centaines de milliers d'euros additionnels. Donc, choisis tes combats en fait. Donc, c'est aussi pour moi le troisième moment, c'est si tu penses que tu as des combats plus importants à mener dans ton business, autre que Google Ads, et même si tu es déjà content en fait des performances, tu as fait ta petite campagne, tu dépenses 100 euros par jour, c'est rentable, etc. Bah, peut-être que là justement c'est le moment de, de sortir ça, de le déléguer, de faire autre chose. Voilà. Donc du coup c'est un petit peu ça les situations quoi. Euh, je- Est-ce que ça répond à la question? Très bien. Non, très bien. Très bien, très bien. Et du coup, j'en ai une autre juste après Ouais, ça. Tu me donnes plein d'idées, Mathieu. super. C'est. Imagine mes campagnes ne marchent pas. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est la faute de mon business? En mode, je me suis toujours posé cette Super question-là. Est-ce question. que c'est parce que le média buyer est pas bon et en l'occurrence, moi, dans mon exemple, ou est-ce que c'est parce que de toute façon, dans mon business, dans mon industrie, il n'y avait pas moyen d'y arriver? Ouais, c'est une super question. Bah, un peu des deux, hein, des fois, hein. Mais non, mais en Un peu des deux, gros, ok. effectivement, tu soulèves un très bon point. Tu peux être une rockstar dans Google Ads. Si ton produit est mauvais et que les gens veulent pas l'acheter, tu peux faire ce que tu veux, tu vendras pas. Point. Ça marchera pas. C'est tout. Et de la même manière, tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu as des bras cassés derrière ton acquisition, pareil, tu vendras pas de manière rentable. Ok. Souvent, donc comment le Ok. savoir alors, c'est pas une science exacte, mais déjà, par exemple, moi, ce que je fais, c'est je regarde les performances déjà organiques que tu as obtenues jusque-là. Donc, quand je dis organique, c'est même, tu vois, je prends Ok. les mecs qui arrivent directement sur ton site, ceux qui cherchent ton e-commerce.com. Donc ça, tu ne peux pas faire plus qualifié, etc. Donc normalement, c'est des gens qui sont acquis à ta cause, ils sont prêts à acheter ce que tu as à proposer, etc. Si déjà sur cette population-là, tu as un taux de conversion à 0,05%, tu peux te dire qu'en fait, tu as un problème dans ton offre, en gros, hein. Là, il y a un problème, c'est Ok. plutôt dans ton offre. Soit tu n'as pas le bon produit, soit tu n'as pas le bon pricing, soit tu n'as pas le bon positionnement, soit tu t'en es pas rendu compte, mais en fait, tu étais en train de dormir sur tes lauriers et tes concurrents, ils proposent exactement la même chose, 15% moins cher. Soit tu n'as pas fait gaffe, mais tu as des frais de livraison, tu vois, qui représentent 25% du panier moyen de... Parce que ça, j'ai eu le cas aussi, tu vois, avec un e-commerce où ils C'est vendaient vrai. pas et ça marchait pas et on sait pas pourquoi. Et en fait, tu vois, quand tu vas dans le check-out, au dernier moment, tu achètes des produits qui coûtent 40 balles et tu dois payer 17 balles de livraison. Donc, forcément, non, ça va pas le faire, quoi. Donc, c'est pour ça que tu regardes ton catalogue, tu dis, ouais, je comprends Ok. pas, j'ai un bon prix sur ce produit par rapport à mon concurrent. Bah oui, mais en fait, là, à la fin, tu perds tout comme ça. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je regarde déjà les performances sur l'organique.
avant même de conseiller, tu vois, de se lancer dans la pub. Parce que si tu n'as pas validé d'un point de vue organique que tu avais bel et bien des gens qui étaient disposés à payer pour ce que tu as proposé sur ton site, surtout n'investis pas un seul euro dans la pub. Là, c'est un euro perdu. Ok, Donc ça, c'est la première chose. ok. Mais si en revanche, tu as déjà eu de super retours, que les clients sont contents, que tes performances organiques sont bonnes, que ton taux de retour SAV est, tu vois, honorable, en dessous de 5%, tu vois, etc. Bon, ben là, ça vaut le coup, effectivement, d'investir dans la pub. Et là, si ça marche pas, tu peux te dire que bah, là, c'est peut-être le média buyer, du coup. Tu vois, parce qu'en effet, D'accord, ok. toi, tu sais que tu as des gens qui sont là, prêts et disposés à payer pour ton produit. T'en apportes 100 000 de plus sur ton site et eux, ils achètent pas. Bon, bah non, ça veut dire que là, peut-être, il y a quelque chose qui va pas, le ciblage, Mhm. l'annonce, voilà. Donc là, tu pourrais te dire, c'est plutôt le média buyer. Donc, tu vois, c'est un petit peu comme ça, mais tu as raison, en fait, tu as des cas, tu as des dossiers dans lesquels, en fait, c'est l'offre qui est pas bonne, et donc tu peux faire ce que tu veux en pub, Mhm. ça marchera pas, ou du coup, on n'arrivera pas à rentabiliser correctement le business parce qu'au début, l'offre n'est pas bonne. Et puis d'autres cas, en fait, où c'est le média buyer, voilà. Et puis aussi, il y a des cas hybrides où tu as quelques problèmes dans l'offre, plus un média buyer qui est pas au top, et alors là, bah, Mhm. tu vois, Mhm. ça, voilà, ça fait un flop, gentillet, mais tu le Un vois pas flop tout de suite, complet. quoi. Et j'aime bien cette approche parce qu'en gros, c'est on y va step by step, quoi. D'abord, il faut être sûr que ton business, il y a des clients, il y a des gens qui achètent, etc. Et ensuite, on voit pour le plus de clients qu'on peut apporter, est-ce que ça fonctionne. C'est un petit peu ça enfin, c'est un petit peu ça la façon Exact. dont j'ai compris tes recommandations. Et je trouve que c'est vraiment bien d'y aller comme ça parce qu'effectivement, enfin, ça fait carrément sens. Si on envoie plein de juste, on envoie 100 000 personnes sur mon site et que j'ai pas déjà fait le test avec 1000 personnes, si les gens étaient contents ou pas, ça fait pas trop sens, quoi. Mieux vaut d'abord commencer petit, entre guillemets, vérifier mon offre, vérifier mon prix, vérifier tout ça. Et après, une fois que tout ça c'est validé, on peut se focus sur la pub, sur l'acquisition. Et là, du coup, c'est plus facile de trouver les problèmes, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après, sauf si c'est juste vraiment, et tu le sais dès le début, c'est une espèce de test. C'est-à-dire qu'en fait, même, tu n'as pas fait de site e-commerce, tu as Ok. une idée de site e-commerce, et puis tu dis, par contre, je sais pas quel produit je veux faire, et à ce moment-là, tu fais même pas un site e-commerce, quoi. Tu fais une landing page en disant produit, machin truc, Mhm. inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Et là, pour le coup, par contre, mettre un billet, tu vois, de publicité pour driver en une semaine 10 000 personnes sur ta page de vente et voir combien tu en retires, tu vois, d'intérêt. Ça, oui, ça c'est intéressant, mais c'est encore une autre stratégie. Donc tu peux C'est une utiliser la stratégie, pub ouais. comme ça aussi de manière tactique pour valider en fait une idée ou tester, tu vois, si tel ou tel concept pourrait résonner Mhm. dans ton marché. Mais en effet, par contre, si voilà, te lance pas en te disant tiens, je vais faire un grand site e-commerce qui vendra tel truc, et puis du coup, tu investis 10 000 balles dans la création de ta boutique en ligne, et puis du coup, maintenant ça y est, c'est trop tard, il faut que ça marche. Alors, tu appelles des agences, tu vas Mhm. investir 5 000 balles en pub, etc. Alors qu'en effet, tu n'as pas validé que tu avais une demande solvable pour ce que tu faisais. Bah là, tu prends beaucoup de risques et il y a une forte probabilité que tu ailles dans le mur, ouais, en effet. Make sense. Super. Merci pour tous ces conseils pour les personnes qui démarrent. Maintenant, on passe à la partie pour les plus avancés, les personnes qui ont peut-être déjà validé Ouais, leur intérêt, qui ont déjà, tu vois, des campagnes qui tournent, ils ont déjà des résultats et qui veulent aller plus gros. Ils veulent faire plus de ventes, ils veulent optimiser peut-être leur campagne, tu vois, ils veulent vraiment passer au niveau supérieur. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les meilleures stratégies aujourd'hui? bon, alors là, pareil, hein, il y a plein de stratégies. Donc, je pars du principe que quand même, tu es déjà très très familier avec Google Ads. Tu connais, Mhm. tu vois, tu connais bien la plateforme, les produits, les techniques. Bon, alors, il y a plein de stratégies. Et encore une fois, ça va s'adapter en fait d'un cas à l'autre, d'une industrie à l'autre, etc. Mais je pense que quand tu veux commencer à monter d'un cran, il y a des stratégies où moi, je suis pas souvent déçu, on va dire ça comme ça. Et de toute manière, je les teste dans Ok. 95% des cas. Et voilà. Et ça va être, bah, on en a parlé hein, déjà, mais toute la partie Dynamic Search Ads, en fait, quand c'est bien Mhm. utilisé, mais c'est un produit qui peut être extrêmement puissant. Mais vraiment, c'est un produit de dingue que tu peux combiner avec plein d'autres trucs, avec des audiences. Donc tu peux dire, moi, je vais aller chasser.
sur uniquement des nouveaux clients qui sont in-market pour telle catégorie de produits, et quoi qu'ils tapent, finalement, je vais essayer de les ramener chez moi avec telle contrainte de rentabilité. Donc, finalement, c'est prendre Ok. Dynamic Search Ads, ce produit qui renverse un peu la logique, où au lieu de choisir un mot-clé, tu sais, tu commences par dire à Google, voilà, c'est ça que je vends, à toi de me trouver les mots-clés. Et là, en fait, moi, j'aime bien travailler avec ce produit-là, avec Dynamic Search Ads, et tu peux faire plein de modeling à l'intérieur. Donc ça, c'est un des produits, tu vois, qui peut t'aider aussi à passer une étape. Deux, Ok. toujours dans un contexte un peu e-commerce, c'est travailler de manière plus avancée sur ton flux justement de produits qui alimentent tes publicités Google Shopping. Par défaut, tu vois, tu connectes en fait Merchant Center, qui est l'outil de Google, si tu veux, où tu mets ton catalogue à ta boutique en ligne, et puis ça synchronise, et puis basta, tu peux derrière ensuite faire du Shopping Ads dans Google Ads. Mais si tu veux vraiment passer un cran et une étape au-dessus, être plus rentable, aller chercher plus de ventes, il va falloir qu'en fait tu travailles et que tu optimises le flux produit que tu envoies justement à Google pour le rendre encore plus pertinent et encore plus puissant pour tes optimisations. Donc par exemple, tu vas optimiser vraiment tous les titres de produits pour que ça corresponde à des champs sémantiques particuliers que toi tu vas vouloir cibler. Tu Ok. vas utiliser des labels oui, c'est ça, des labels pour chacun de tes produits pour commencer, par exemple, à faire des stratégies par rapport à la marge, par rapport à tes best-sellers, pour améliorer ta rotation de stock. Je ne sais pas quel est ton problème business, tu vois, mais du coup, tu vas pouvoir t'en servir pour en fait donner des clés de lecture business dans ton flux. Et du coup, derrière, faire des stratégies médias différentes. Par exemple, pour les produits où tu as plus de marge, tu vas vouloir être plus agressif et enchérir plus. Et au contraire, être super, comment dire, contraignant, j'ai envie de dire, sur des produits où tu gagnes très peu de marge. Ou alors, tu vois, tu vas pouvoir mettre en priorité les produits où tu as plus de stock, des trucs comme ça. Donc là, ça va te permettre de faire ça. Troisième stratégie, je pense, si tu es déjà avancé, que tu es un e-commerçant qui a déjà validé, que tu fais déjà du Google Ads, que tu as déjà investi déjà pas mal, bah, teste Performance Max. Enfin, là, du coup, je pense que ça serait une opportunité manquée que de ne pas le tester, parce que tu peux avoir Ok. d'excellentes surprises. Et quand c'est vraiment bien fait, ça peut aussi devenir extrêmement puissant. Donc, teste-le, tu vois, en complément justement de ce que tu fais déjà, comme on en parlait avant. Et après, la quatrième technique également que j'utilise systématiquement, c'est-à-dire que quand tu gères tes enchères, tu peux gérer tes enchères au niveau... alors, tu as différents niveaux où tu peux les gérer. D'habitude, souvent les annonceurs, ils le gèrent au niveau d'une campagne. C'est-à-dire, ils disent à une campagne, bah, tiens, moi, je veux maximiser les conversions de cette campagne, ou alors je veux avoir un coût par conversion à 20 euros, ou avoir une rentabilité de X, Mhm. etc. Quand tu es un peu plus avancé, la stratégie, je trouve, qui est plus puissante, c'est de porter ta stratégie d'enchère, mais au niveau de l'ensemble de ton compte. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. au lieu de demander à une campagne d'atteindre un résultat donné, tu vas dire au système, moi, au niveau de mon compte, je veux telle rentabilité. Et pourquoi c'est cool? Il y a deux raisons qui font que c'est très cool. La première, c'est qu'en fait, du coup, tu vas donner une espèce de latitude au système qui va pouvoir faire des arbitrages pour aller te rapporter des ventes en plus, tout en respectant en fait ta Ok. contrainte de compte. Alors que si tu avais juste ton petit pilotage à la campagne, finalement, des fois, il y a certaines campagnes qui disent, bon, ok, là, je peux pas y aller parce que sinon, en fait, je pèterai la contrainte qu'on m'a donnée. Et là, du coup, le système comprend qu'il peut avoir un petit peu plus de flexibilité et peut-être des fois, il va aller te chercher des ventes en plus. Certes, peut-être pas, peut-être un petit peu plus cher, mais qui, au général, au Mhm. global du compte, vont te permettre quand même d'atteindre la contrainte de renta, par exemple, que tu as envie. Donc ça, c'est la première raison qui fait que c'est très cool. Et la deuxième raison qui fait aussi que c'est très cool, c'est que justement comme ça, tu peux donner aussi des contraintes supplémentaires, notamment par rapport au prix d'un clic. Et tu peux dire au système, alors moi, je veux une rentabilité de 500%, tu vois, au niveau de mon compte, démerde-toi. Mais en plus de ça, je veux pas que tu payes un clic plus de 3 euros, par exemple. Donc du coup, ça te met aussi, ça te donne ce contrôle supplémentaire sur tes coûts, sur la manière en fait dont tes publicités vont être diffusées. Et c'est vraiment extrêmement puissant. Donc du coup, si tu es un peu plus avancé, je t'invite à faire quatre choses. T'amuser avec Dynamic Search Ads et trouver des stratégies de dingue, tu vois, et le manipuler dans tous les sens, parce qu'il y a plein de choses très cool à faire. Deux, optimiser ton flux shopping et notamment rajouter des informations, des libellés qui vont te donner des lectures business, qui va t'ouvrir le champ sur
plein de nouvelles stratégies et d'optimisation encore. 3, tester Performance Max. Ça serait trop bête que tu le fasses pas si tu es déjà si avancé que ça. Et 4, pilote tes stratégies d'enchères au niveau du compte et pas au niveau de tes campagnes. Bon, c'est très précis, hein, Trop mais cool. Non, non, mais t'as raison, c'est exactement pour ça que je te posais la question. J'ai vraiment l'impression, quand je t'écoute parler comme ça, parce que moi je suis clairement pas, tu vois, dans la partie intermédiaire avancée, enfin, je parle personnellement, mais j'ai vraiment l'impression qu'en t'écoutant parler, on a une granularité assez incroyable au niveau de Google sur comment est-ce que je pourrais ensuite faire grandir mon business en fonction de ce qui se passe à l'instant T. Tu parlais des stocks, tu parlais des produits à plus forte marge, tu parlais de toutes ces choses-là. C'est quand même assez incroyable de pouvoir aller autant dans le détail. En plus, je sais que Google Ads, ils ont des API si je ne me trompe pas, donc on pourrait exact. même imaginer une sorte d'intégration presque automatique entre notre store et notre compte Google qui peut du coup, enfin, en plus de ça, au tout début de la vidéo, tu Ouais. mentionnais que les enchères, etc., elles pouvaient être complètement automatiques et du coup ultra rapides parce que nous, on n'est pas tout le temps devant l'écran et c'est vrai. Du coup, j'ai vraiment l'impression quand même qu'en termes d'optimisation à scale et en termes de croissance, ça peut vraiment répondre ultra précisément aux besoins de mon business à l'instant T, quoi. Et après, ça adapter avec le temps. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que vraiment, moi, je suis passionné par ce levier parce que il a des Je vois possibilités ça. qui sont dingues, quoi. Et tu vois, si même Mhm. encore, allez, j'en donne une petite dernière, et là, c'est pour citer vraiment très avancé, tu vois, Vas-y. ok? On avait parlé du débutant, Ok. de l'intermédiaire expert, là, je te parle du très grand expert. Mhm. Le truc qui est très cool aussi, c'est au lieu de passer, en fait, des données de chiffre d'affaires à Google Ads, de ta boutique e-commerce, Mhm. bah, passe-lui, en fait, des données de marge ou de profit. Et donc, en fait, du Ok. coup, tu vas pas lui dire j'ai vendu 100, tu vas lui dire j'ai gagné 1, tu vois, ou j'ai gagné 10. Mhm. Mais alors, ce qui est très très cool, c'est que du coup, bah, tu peux tout paramétrer, du coup, pour maximiser, là, non pas ton chiffre d'affaires, mais ton profit. Et ça, c'est Ton profit. génial. Mhm. Donc, en fait, tu as une logique, là, comme tu dis, grâce aux API, etc., ou à la manière dont tu as fait ton tracking. Tu peux du coup derrière ne Mhm. plus gérer en fait simplement du chiffre d'affaires, mais tu vas gérer en fait du profit pur et dur. Et du coup là Mhm. Google Ads devient vraiment une machine à créer du bas de compte de résultat, quoi, de faire du résultat net en fait ensuite. Et là, ça peut être super puissant. Donc oui, tu peux en fait vraiment, tu as beaucoup de paramétrages et d'approches qui te permettent de le customiser réellement très très bien par rapport aux besoins de ton business, mais surtout aussi, comme tu l'as dit, si tu le souhaites, c'est de scaler en fait très rapidement et de pouvoir, poum, faire exploser en fait tes chiffres. Ok, trop bien, effectivement, ça donne envie d'en arriver là. Et non, 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 c'est très très bien. Et du coup, euh, tu peux nous rappeler un petit peu le genre de budget que tu gérais avant sur Google? Ouais, alors quand j'étais chez Google en fait, donc j'étais dans une équipe globale, donc qui s'occupait du top Mhm. 40 des annonceurs mondiaux. Donc c'est les 40 annonceurs si tu veux qui dépensent le plus dans une industrie donnée. Et là, du coup, moi, le budget que j'oversiais, c'était 350 millions de dollars par an. Ok, Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Et là, effectivement, quand j'imagine. tu fais gagner 1%, en fait, c'est énorme. Et quand Mhm. t'en perds 0,5, c'est aussi énorme. Mais ouais, Mhm. c'est assez fou, en fait, hein, le volume que tu peux envoyer sur Google Ads. C'est vraiment infini, quoi. Infini. Trop cool. On parlera un petit peu après de ton quotidien Google Ads. Ok. Enfin, je t'avais déjà posé deux, trois questions quand on a préparé l'épisode et je trouvais ça super intéressant. Je voulais pas commencer par ça, histoire qu'on donne un maximum de valeur dès le départ. Mais après, on y reviendra. Juste avant de parler de ça, je voulais te poser une question un petit peu que je sais pas, c'est une sorte de mythe ou une sorte d'idée générale reçue qu'il y a une sorte de lien entre Google Ads et le SEO. Hmm. Euh, du coup, je veux poser la question directement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Est-ce que faire du Google Ads booste le SEO? Oui ou non? Ou il n'y a pas de lien et c'est n'importe quoi? Alors, la réponse normalement directe, tout aussi directe que la question, c'est non, il Mhm. n'y a pas de lien. C'est Ok. deux choses complètement différentes. Et même par exemple, tu vois, concrètement chez Google, ok, Mhm. les équipes
ads et les équipes qui travaillent sur le search organique n'ont même pas, on n'a pas le droit de se parler. C'est-à-dire que même, tu n'as pas le droit Ok. de prendre un café, si tu veux, avec ces équipes-là. C'est vraiment extrêmement cloisonné et scindé. Alors après, ça se challenge, Ok. notamment là, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu un gros leak de la part de Yandex, qui est le moteur de recherche Mhm. russe, Mhm. et qui justement en plus avait débauché pas mal d'ingénieurs de Google à l'époque. Le mail de Google, ouais. Et donc apparemment, Mhm. il semblerait qu'en fait, non, il y a des liens entre payant et organique. Mais je vais te dire, en réalité, on le saura jamais, tu vois. Et la réponse officielle restera toujours la D'accord. même, c'est il n'y a pas de lien entre les deux. Et moi, j'ai envie de te dire, d'un point de vue même d'expérience, à la fois, moi, même personnellement, tu vois, j'ai fait pas mal de SEO, et puis bien sûr, après, tous les jours, je fais du SIA. J'ai pas réellement vu, tu vois, de lien entre les deux. C'est pas parce que un annonceur a D'accord. augmenté ses budgets publicitaires que derrière, j'ai vu ses positions SEO s'améliorer. C'est pas réellement vrai, tu vois. Moi, c'est D'accord. simple, j'ai vu qu'un Ok. seul cas où vraiment, pour moi, il y a eu un impact et même, je dirais, qui était bizarre, quoi. Tu vois, c'est presque même un bug, c'est même pas une relation qu'il y avait, Ok. où en fait, c'est pour un annonceur donné, il y a eu, tu sais, une mise à jour, la SEO assez récente sur le helpful content. Donc, une mise à jour de l'algorithme de Google en SEO qui vise à mettre mieux en avant, si tu veux, des contenus de meilleure qualité, si on l'a fait simple, hein. Et là, il se trouve que justement, ce client-là, pendant pile poil la fenêtre de mise à jour, bah, je sais pas pourquoi, mais ses publicités ont disparu sur sa marque. Tu vois. Et Ok. là, après, ça peut s'expliquer parce que sa marque, précisément, elle correspond, c'est un mot qui correspond à des intentions qui sont pas forcément liées aussi à sa marque. Tu vois, il y a D'accord. aussi des personnalités, des entités type des dessins animés, des choses comme ça qui peuvent ressortir autour de ce mot-là, de cette sémantique-là. Et je pense Par que exemple, quand on Google, cherche Jaguar. ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Excuse-moi de te couper, mais c'était effectivement pour redonner l'exemple que tu avais dit au tout début. Par exemple, quand on cherche Jaguar pour la marque de voiture. C'est pas. C'est proche, mais c'est assez. Ça peut être très Exactement. C'est différent. un très bel, c'est exactement ça qui se passait. Et donc, si tu veux, pendant le temps que Ok. la mise à jour a été faite, eh ben, bah, plus Mhm. rien. Tu vois, c'était d'un coup, il a disparu des Ok. écrans au niveau publicité. Et puis, dès que la mise à jour a été théoriquement, entre guillemets, terminée, bah, hop, ça y est, c'est revenu. Tu vois, Mhm. c'était très bizarre. Ok. Donc du coup, voilà, mais c'est le seul cas où moi, de mon côté, où je pourrais témoigner en disant que oui, j'ai eu l'impression, j'en ai même pas la certitude, mais j'ai eu l'impression que Mhm. l'organique a eu une influence sur le payant, etc. Mais après, sinon, ça ne veut pas dire que tu dois pas voir les deux ensemble, tu vois, parce qu'effectivement, organique et payant, tu as Mhm. plein de synergies super cool que tu peux créer, tu vois. Tu peux, par exemple, orchestrer en fait l'organique et le payant pour dominer certains territoires de mots-clés qui sont stratégiques pour toi. Ou au contraire, tu vois, rationaliser des budgets en disant, bah tiens, partout où je suis numéro un, j'investis pas ou j'investis moins, et partout où je suis en deuxième page, là pour le coup, par contre, Mhm. j'investis plus. Tu peux utiliser le SIA pour attaquer en fait des territoires qui seraient vachement longs à avoir en SEO, tu vois, qui te mettraient 1 an, 2 ans, 3 ans, avec 10 000 backlinks, enfin bon, laisse tomber, donc tu vas dire, ok, c'est bon, là j'active du SIA, rien que pour ce territoire-là. Tu peux optimiser tes landing pages en fonction des perfs aussi de ton SIA. Si tu te rends compte que tu as en fait des landing pages qui fonctionnent mieux que les autres, ah bah ok, bah c'est celle-là peut-être que tu vas vouloir en fait faire ressortir en priorité en SEO. Tu vas pouvoir utiliser la pub pour identifier les mots-clés qui convertissent le mieux et ensuite t'en servir pour optimiser ton SEO. Tu vas utiliser tes ads, tes annonces, pour voir celles qui sont le plus cliquées, qui génèrent le plus de taux de conversion, pour retravailler tes balises méta description, tu vois, en SEO. Donc en fait, tu as plein de trucs comme ça, plein de stratégies où tu as beaucoup de synergies, où le SEO peut nourrir le SIA. Donc tu peux forcément en fait avoir, enfin d'ailleurs c'est même conseillé d'avoir une vue plutôt intégrée, tu vois, de l'organique et du payant. En Mhm. revanche, Mhm. à la question, est-ce que investir en pub, ça influence mon SEO? Là, j'aurais tendance à te dire non. Tu Non. as plein de choses à faire avec ça, SEO, SIA, mais par Mais pas contre, ça, c'est ouais. pas parce que tu investis que tu auras un meilleur Mhm. SEO. Bon bah super, au moins comme ça le débat est clos maintenant. On a une réponse claire au moins sur cette question. Mais effectivement c'est super intéressant ce que tu disais, les différents exemples entre comment on peut utiliser les datas qu'on récupère via
via Google Ads, via l'achat de mots-clés pour ensuite derrière pouvoir optimiser notre SEO. Ça, effectivement, je vois complètement les synergies qui peuvent se mettre en place et même à court terme, ça peut aller assez vite en vrai pour pouvoir commencer à avoir des résultats avec ça, Tout qui à fait. après derrière peuvent vraiment se décupler sur le moyen long terme. Si du coup on sert des résultats des ads pour améliorer son SEO derrière, ça peut faire un effet boule de neige assez intéressant, je pense. C'est ça, tout à fait, exactement. Super, parfait. Donc ça, c'était un des mythes que j'avais en tête et que je voulais te parler. Est-ce qu'il y a d'autres mythes comme ça, des idées générales reçues que tout le monde un peu accepte, tu vois, et qui sont totalement fausses? Et qui sont totalement fausses. Ok, alors mythe 1, justement, c'est Ou, bah, de toute manière, Google Ads est tellement automatisé maintenant, tu n'as plus besoin d'agence et tu fais une performance max et c'est fini, ok. quoi. Tu vois, tu as des annonceurs qui croient ça. Ça, bah, franchement, je les Ok. invite à le faire, du coup, hein, puisque c'est si simple. C'est la recette pour perdre des dizaines de milliers d'euros comme ça. Non, mais en fait, c'est pas vrai, tu vois. C'est pas parce que tu as plus d'automatisation qu'en réalité, on en a parlé précédemment, hein, on va pas y revenir, mais qu'en fait, tu n'as plus besoin d'avoir de technique. Au contraire, je dirais presque que c'est le contraire. Plus tu as d'automatisation, plus tu as besoin d'un niveau d'expertise élevé pour comprendre ce qui est en train de se passer, en fait. C'est quasiment le contraire. Donc ça, c'est le mythe numéro un. Mythe numéro 2, c'est que Google, de toute manière, il est tellement puissant avec son algorithme, lui, il sera toujours capable de trouver les bons clients, quoi. Bah non, justement. Et ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire que si déjà au départ, tu n'as même pas la bonne offre, t'as pas le bon prix, t'as pas le bon produit, t'as pas le bon positionnement, bah en fait, Google et son algorithme, ça, de toute manière, ça va te servir à rien. Là, c'est la base, quoi. Donc, du coup, une bonne publicité, mine numéro 2, si tu veux, c'est que une bonne publicité ne solutionne pas une stratégie ou un business défaillant. Ça, c'est clair et net que non. C'est pas parce que ton agence était nulle que t'as pas fait de vente, peut-être, hein. Tu vois, c'est peut-être des fois, il faut que tu regardes et que tu dises, bah non, en fait, c'est effectivement mon offre, personne n'en veut, quoi. Donc, mythe 1, l'automatisation suffit à soi-même. Mythe 2, Google est capable de toute manière d'aller chercher des clients, même si j'ai la mauvaise stratégie. Mythe 3 aussi, c'est ouais, bah, de toute manière maintenant, hein, c'est plus la peine en fait de faire du SIA comme les grands-pères là, tu vois, et de tout faire manuel parce qu'en fait c'est pas du tout comme ça. Aujourd'hui c'est très simple, c'est vraiment utiliser l'automatisation à fond, etc. Et là aussi ça c'est un énorme mythe parce que justement je pense qu'au contraire, je crois que je l'ai dit déjà dans notre conversation, mais ceux qui vont être les meilleurs spécialistes Google Ads dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, et même sur Performance Max, etc., c'est ceux qui savent maîtriser parfaitement tout manuellement de A à Z. De A à Z. Et parce que eux, en fait, justement, ils sont en mesure de comprendre et de dompter, tu vois, ces intelligences artificielles versus le stagiaire en agence qui, de toute manière, il lance le truc comme ça, tu vois, et puis voilà, c'est simple, ouais, effectivement, c'était automatisé, enfin, c'est automatisé, donc t'as peut-être pas besoin de faire autant de trucs, c'est simple, mais derrière, en fait, après une semaine, quand tu auras perdu 5000 balles et que ton client est furieux au téléphone et qu'il va te dire qu'est-ce qui se passe, etc., bah, tu vas être un petit peu dans la mouise, quoi. Et donc, au contraire, je crois que c'est là où tu as besoin d'être encore plus solide sur les fondamentaux de comment on gère un compte, mais aussi de bien comprendre bah, comment fonctionne, tu vois, vraiment l'enchère même, Google Ads. Tu as vraiment besoin d'un niveau de connaissance et d'expertise qui est encore plus profond pour pouvoir mieux comprendre et deviner ce qu'est en train de faire le système, en fait. Sinon, finalement, tu te laisses porter, quoi. Oui, ok, tu sais mettre des campagnes en ligne, mais tu sais pas, tu te laisses porter. Et c'est dangereux. Ouais. Effectivement, je trouve que ça fait carrément sens. Ça fait carrément sens. T'as carrément... Enfin, ok, je suis convaincu, c'est good. J'ai pas besoin d'être... enfin, que tu m'en dises plus. Et du coup, prochaine question. Aujourd'hui, c'est super trendy, tout le monde en parle. L'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT, avec DALI, avec tout ce qu'on voit sur Midjourney, Mm. etc. Ça fait un grand buzz actuellement. Toutes les startups qui parlent d'intelligence artificielle, elles ont le spotlight sur elles, on va dire, et le vent en poupe. Tu as mentionné le mot intelligence artificielle, je ne sais pas combien de fois dans Ouais. cette conversation, mais quand même un bon grand nombre de fois. Du coup, j'ai un peu l'impression de jeter la pierre dans l'eau, mais t'en penses quoi, toi, actuellement, de toutes ces nouvelles technologies avec des gros guillemets qui arrivent, tout ce buzz autour Ouais. de l'intelligence artificielle, et comment ça se situe un petit peu dans ton travail?
Ouais. Bon, alors en plus, c'est sûr que là, c'est une tendance. Déjà, tu as raison. Je me rends compte maintenant, j'ai dû le dire au moins 40 fois. Mais en Au plus, moins. de toute manière, c'est une tendance qui est là pour rester. Même là, donc tu parlais de ChatGPT. Hier, on a appris que. Enfin, là, récemment, on a appris que même Google, du coup, se lance. Il va lancer Bard, tu vois, pour faire le contre de ChatGPT. Donc oui, en fait, l'intelligence artificielle, maintenant, j'ai envie de dire, dans le travail de trading média, de manière générale, et sur Google Ads, ben, aussi, bien évidemment, en fait, on l'utilise depuis longtemps, si tu veux. Tout à l'heure, je te disais que Performance Max était un agrégat de différentes briques. Ces briques-là, elles sont dopées justement à l'intelligence artificielle et on les utilise déjà depuis de très nombreuses années. Que ça soit le smart bidding pour gérer les enchères, que ça soit la combinaison créative, tu vois, pour trouver les meilleures publicités, la mesure, ou le ciblage. Tu sais, je te parlais de Dynamic Search Ads qui va trouver les mots-clés en fonction de ce que toi tu racontes sur ton site. Bon, bah pareil, hein, c'est une intelligence artificielle. Donc en fait, on s'en sert déjà depuis très longtemps. Je crois que là, après, ce qui change un petit peu la donne, c'est en effet ces nouveaux outils. Alors, en plus, c'est de l'intelligence artificielle, bien sûr, mais c'est plus finalement des robots conversationnels. Je crois que c'est ça, là, tu vois, un peu la dernière tendance. Et la question, c'est concrètement, bah, par exemple, est-ce que ChatGPT, tu t'en sers quand tu fais du Google Ads? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Déjà, en fait, sur ce type de solution, moi, je vois un des trucs concrets où je m'en sers, et je trouve le truc assez puissant, c'est donc, tu vois, tu as une API, ChatGPT, tu peux te connecter à cette API. Et donc là, moi, je m'en sers aussi pour, par exemple, trier les termes de recherche qui ont déclenché la diffusion de publicité et de pouvoir en fait attribuer et donner un scoring automatique, si tu veux, sur un niveau de pertinence pour un terme de recherche donné. Donc, quand tu gères des publicités Google Ads, en fait, tu te rends compte que je sais pas, enfin, là, je te parle, c'est des milliers et des milliers de termes de recherche que tu dois te taper, hein. Donc, tu vois, tu as aussi un Ok. côté un peu fastidieux du truc. Et là, tu peux utiliser une solution comme ChatGPT en lisant, bah, tiens, en considérant que l'annonceur, il fait telle chose, qui vend ça, 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 ça. Est-ce que ce terme de recherche est pertinent? Mets-moi une note entre 0 et 10. Et lui, tu vois, il va passer en revue ta liste de termes de recherche et il va te donner déjà un scoring. Donc, tu es toujours obligé de la relire, cette liste, mais dis donc que ça fait déjà un premier espèce de filtrage. C'est-à-dire que du coup, ça te permet de te prioriser ton attention sur des éléments qui peut-être vont être moins pertinents que d'autres. L'autre application, tu vois, que je fais moi perso des robots conversationnels comme ça, comme ChatGPT, c'est aussi par rapport aux annonces, bien sûr. Tu peux avoir des annonces plus puissantes grâce à ChatGPT. Non pas que c'est lui qui va te les écrire de A à Z, mais c'est parce qu'en fait, il va pouvoir t'inspirer plein de choses. Par exemple, au début, tu vas lui dire, OK, bah, tiens, moi, j'ai un site e-commerce qui vend ça. C'est quoi tous les angles marketing possibles pour vendre en fait tel produit? Bah, ok, bah, ChatGPT va te donner des pistes. Tu vas dire ok, du coup, à partir de là, bah, est-ce que tu peux me faire des titres d'annonce en utilisant tel angle marketing et tel autre angle marketing? Il va t'en donner. Puis tu vois, tu peux raffiner et tu peux en fait, il y a un jeu conversationnel du coup qui se met en place entre le robot et toi, qui à la fin te permet en fait d'arriver en entonnoir sur non pas le titre parfait que tu vas copier-coller, mais tu auras une vue très complète pour faire vraiment des annonces très qualitatives, très puissantes et qui vont aussi se démarquer des concurrents. Et là, par exemple, tu vois, bah, dans tout cet aspect-là, j'utilise de plus en plus, du coup, des robots conversationnels comme ChatGPT. Ouais. Ok, super intéressant parce qu'effectivement, j'ai un peu l'impression que ce qui ressort de notre conversation jusqu'à maintenant, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, ça fait longtemps Mm. que c'est dans l'univers de Google, ça fait longtemps que ça vous. Enfin, que en fait, tu travailles avec ça et que tu l'utilises. Aujourd'hui, ça prend une place un peu plus prédominante via tous les nouveaux produits et Mm. via par exemple ChatGPT. Mais ça ne veut pas dire que ça simplifie le travail. Ça veut dire que ça change un petit peu ce que vous avez à faire. Même tu l'as très bien dit par rapport à Google, ça a même plutôt tendance à complexifier la chose. Et ChatGPT, moi ça m'énerve à chaque fois que je vois des gens qui font des vidéos sur l'outil parfait, tu vois, Mm. pour trouver tous tes angles marketing ou qui va écrire tes pubs, etc. Non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment même le contraire
de ça, je pense, tu l'as très bien dit, ça peut être très pratique pour avoir des nouvelles idées, pour avoir des synonymes, pour pouvoir trier des informations, etc. Mais c'est pas lui qui va faire ton marketing. Genre, on en est vraiment, vraiment très, très loin encore Ouais. de ça. Mais ça peut quand même faire deux, trois trucs tant que on comprend comment ça marche, tant qu'on sait justement les limites et ce que vraiment, enfin, et quelles sont vraiment les capacités. Et du coup, j'ai un peu l'impression que notre travail à nous, d'entrepreneurs ou de média buyers ou de travailleurs, on va dire, en fait, va plutôt s'orienter vers une sorte de pilote d'intelligence artificielle pour leur dire quoi C'est faire. ça. Et après, d'ailleurs, que beaucoup de tâches récurrentes et beaucoup de tâches un petit peu, effectivement, comme tu l'as dit, trier tous les mots-clés, perso, j'ai pas envie de le faire. Ça me donne déjà le tournis. Mais par contre, ça, effectivement, c'est ce genre de travail-là qu'on n'a pas envie de faire et qui peut être très très bien fait par une intelligence artificielle qui, elle, sera rigoureuse, qui, elle, va pas se tromper, qui, elle, va pas être fatiguée, qui, elle, n'aura pas besoin de café pour rater le S. Enfin voilà, ce genre de truc, j'imagine, ça peut faire vraiment une réelle différence dans ce genre d'action très spécifique où il y a entre guillemets pas besoin de réfléchir et pas besoin de faire une grosse stratégie. Du coup, est-ce que c'est un petit peu ça que tu vois au quotidien? Tu sens un petit Ouais. peu la même chose toi Oui, tout à fait. ou c'est différent? Non, non, tout à fait. Bah, après, je pense que en réalité, justement, par exemple sur Google Ads, le métier finalement, c'est de Mhm. plus en plus d'être un dompteur d'algorithmes. En fait, c'est ça, hein. Mhm. Ce qui est en train de devenir le métier, c'est d'arriver à anticiper, comprendre comment va réagir telle ou telle chose en fonction de tel changement, tu vois. Donc c'est de moins en moins Mhm. sur je cherche des mots-clés, je crée une annonce, et de plus en plus sur comment je dompte l'algorithme. Ça, c'est un. Et après, je te rejoins totalement sur le fait que l'intelligence artificielle fait pas tout, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est le modèle hybride qui fonctionne le mieux. C'est quand l'humain Mhm. et la machine, tu vois, combinent leurs puissances ensemble, que là, tu as le meilleur résultat. Moi aussi, j'y crois pas Mhm. au fait que demain, un robot d'intelligence artificielle quel qu'il soit ton nouveau CMO, quoi. Enfin, soit ton nouveau directeur marketing et Mhm. que, enfin, ça, j'y crois pas, quoi. J'y crois vraiment pas du tout. En Mhm. revanche, tu as tout à fait raison, c'est ça, c'est que pour aider à certaines tâches qui finalement ont moins de valeur ajoutée, parce que trier les milliers de mots-clés, faut le faire, c'est très important, mais voilà, des fois tu te dis un singe pourrait le faire. Ben, en effet, là, l'intelligence artificielle t'aide. Donc en fait, c'est ça les deux messages, c'est un, tu as raison, et moi je le vois même dans mon métier, c'est de plus en plus d'être un dompteur d'algorithmes, et deux, la, la- Mhm. la puissance pour moi de l'intelligence artificielle, elle vient de ce modèle hybride où humain et machine se ressemblent, tu vois, se combinent leurs forces, plutôt que de dire la Mhm. machine se substitue à l'humain. Et ça, où finalement, Mhm. c'est pas top. Et d'ailleurs, tu vois, il y avait eu plein Ça d'expériences marche pas avec bien, ouais. des essais, tu vois, des rédactions qui ont été faites entièrement par ChatGPT. Et tu regardes les profs, comment ils les ont notés. En fait, c'est vachement average, hein. C'est pas un 20 sur 20, loin de là, quoi. Et quand tu as un vrai prof et il sait pas que c'est ChatGPT qui l'a écrit, il met 9, quoi, tu vois. Mais c'est Euh, la preuve qu'en fait, oui, ça fait le job, mais c'est pas non plus, tu vois, ça veut pas dire que c'est la manière d'atteindre l'excellence. Loin de là. Loin de là. mhm. Et je pense, tu vois, qu'un bon exemple de ça, c'est les chatbots. Tu sais, les Mm. chatbots, ça fait longtemps qu'on les a sur les sites C'est vrai. internet. C'est pas très nouveau, ça, tu vois, d'avoir un petit chatbot en bas. Et soit il y a quelqu'un derrière qui écrit, et il y en avait aussi certains où qui étaient totalement automatiques, avec plus ou moins d'intelligence artificielle. Et ça fait quand même longtemps que ça existe, je trouve. Et au final, on n'a jamais vraiment remplacé l'humain. Mm. Ça a jamais totalement take over, on va dire. Et par contre, je trouve que les chatbots qui marchent le mieux et qui sont aujourd'hui les plus pertinents, c'est pas ceux qui vont remplacer les humains, c'est ceux qui vont aider les humains à avoir des réponses plus rapides et plus pertinentes. Tu vois, genre par exemple, moi je te donne un exemple concret sur nous, sur Dr. Tech, quand on a un autre client qui nous écrit, si on peut savoir exactement qu'est-ce que le client a fait juste avant qu'il nous écrive, Mm. pourquoi il avait le problème, quel est Mm. son historique de commande, enfin, tu vois, quelle est sa situation à l'instant T et un petit peu un petit historique avant qu'ils nous écrivent et que tout ça se soit résumé sur un petit paragraphe, ça va aider énormément la personne du support à avoir beaucoup plus de contexte Bien sûr. pour pouvoir derrière t'apporter une réponse beaucoup plus pertinente et pouvoir t'aider beaucoup plus rapidement. Et ça, je pense que ce côté humain à la fin
on pourra pas l'enlever parce que on a toujours besoin d'interaction. Il y a toujours des petites différences qui font que des fois c'est pas exactement ça, ou des fois il y a des petites subtilités. Et le problème, je trouve, avec les robots complètement automatisés, c'est que si jamais ils te déçoivent une fois, après derrière t'as plus confiance C'est du ça. tout, et c'est trop compliqué après derrière à pouvoir le redonner confiance. Alors qu'encore une fois, quand la machine et l'humain travaillent ensemble, on arrive souvent à avoir des bien meilleurs Mm. résultats. Et les chatbots, c'est un peu là où on en est aujourd'hui. C'est que les meilleurs chatbots, c'est ceux qui vont aider les agents du support à aller plus vite, à avoir des meilleures réponses. Et du coup, peut-être que tu as une équipe d'avoir 20 mecs au support, tu as peut-être que 5 parce que justement, ils sont tous beaucoup plus efficaces, quoi. Exact. Et je trouve que c'est un modèle qui pendant les dernières années, c'est un petit peu ça qui s'est passé, quoi. Mm. Non, mais super intéressant. Bah, après, par contre, on est sûr d'une chose, c'est que cette tendance va continuer. C'est-à-dire, par contre, là, Ça, c'est sûr. il y en aura de plus en plus, etc. Donc, on a plutôt intérêt à craquer le bon modèle dès aujourd'hui, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, au final, on parle par exemple, de ChatGPT qui peut pas encore bien écrire, etc. Mais tout ça, ça va aller de mieux en mieux. Tout ça, ça va s'améliorer. Il va avoir de plus en plus de contexte, de plus en plus Mm. de mémoire. Il pourra de faire des choses de mieux en mieux. Et c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, c'est assez important de s'y mettre et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne comme tu l'as dit, quoi, commencer à travailler sur le fait de dompter les algorithmes pour qu'on puisse justement, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quand ils seront encore plus forts, encore plus pertinents, on soit aussi nous-mêmes bien capables de les gérer, quoi. Ouais, tout à fait. Entièrement d'accord. Mais bon, tout ça, encore une fois, ça, c'est un truc que toi tu fais tous les jours depuis 10 ans, parce que de toute façon, l'intelligence artificielle de Google, ça fait longtemps que tu l'utilises, Ouais, ouais, ouais. et c'est pas si nouveau que ça au final, quoi. Non, non, effectivement, voilà, bah, de toute façon, c'est pas effectivement si nouveau, et puis même, c'est déjà tellement présent, omniprésent, et même dans notre quotidien, mais même pas que en Mhm. tant que média buyer, quoi, tu vois, même en tant que consommateur. Mhm. Et en effet, je pense que le métier de média buyer, dans tous les cas, pour moi, je le vois comme, c'est ça, on cherche à devenir des dompteurs d'algorithmes. Et c'est super vrai sur Google Ads, mais c'est aussi vrai même sur Facebook Ads, etc. Tu vois bien avec Avantage Plus. Donc c'est un peu je schématise, mais c'est Mhm. un peu le performance max de Facebook, on va dire. Voilà, non mais tu vois qu'en fait c'est vraiment un move de plus en plus important et finalement ça va être ça notre métier de média trader. C'est de savoir justement dompter et gérer plutôt ces algorithmes plutôt que de les subir en fait. Voilà. Mhm. Et du coup, à part l'intelligence artificielle, à part tout ça, le futur de Google, on va où? C'est quoi un petit peu le futur? Est-ce qu'on a une vision, je sais pas, à 6 mois, à 12 mois, à 5 ans? Je sais pas. Ouais, c'est là aussi, hein, c'est toujours un peu casse-gueule, hein, bon, mais Effectivement. ouais, ouais, non, non, mais après, bon, alors déjà, par rapport pour faire la transition avec ce qu'on disait, on va voir ce que va donner Bard, Bard, donc qui est le Mhm. chat GPT de Google, mais je pense que là, on est aux prémices aussi de nouveaux usages qu'on est en train Mhm. de voir D'accord. naître, tu Ouais. vois. Donc, c'est Mhm. pas sur 6 mois. Je pense que ça va être sur plus longtemps que ça. Il faudrait vraiment regarder l'impact peut-être sur Mhm. 3 à 5 ans. Mais je crois que là, on est en train Mhm. d'amorcer un nouveau cycle, tu vois, d'usage. Donc, ça sera intéressant de garder un œil Mhm. dessus pour voir justement comment les choses évoluent. Ça, c'est le futur 1. Mhm. 2, je pense que mauvaise nouvelle pour les annonceurs, mais la publicité continuera, enfin, va devenir de toute manière de plus en plus chère. Quand je dis ça, ça veut dire que les CPC vont augmenter, les coûts d'acquisition vont continuer de monter, mais tout simplement aussi parce qu'il y a de plus en plus d'annonceurs, de choix, de concurrence, et donc malgré en fait tous les algorithmes qu'on utilise, malgré toute l'expertise qu'on essaye de déployer, je pense qu'on est quand même dans une tendance, tu vois, d'un marché publicitaire qui est haussier. C'est-à-dire qu'en fait, la publicité va Mhm. quand même devenir de plus en plus chère. Troisième chose, c'est que bah, des régies comme Google ou comme Facebook, mais tu vois, bah, Google Ads va continuer en fait à utiliser de plus en plus et toujours plus l'automatisation et aussi va continuer à donner de moins en moins de données aux annonceurs, ok, pour finalement petit à petit en fait
donner moins de contrôle, ok? Et eux, ils ont leur vision, hein. C'est pas que une histoire de ah, c'est les grands méchants loups et en fait ils veulent que tu dépenses plus. Bon, il y a peut-être, enfin, il y a certainement aussi un peu de ça, hein. Je veux pas dire le contraire, mais aussi c'est que moi, pour avoir fait du Google Ads depuis 15 ans, pour avoir travaillé avec des milliers d'agences et des centaines de gestionnaires de comptes et d'annonceurs, c'est qu'aussi tu te rends compte que des fois, bah, même les annonceurs, ils font pas des choses qui vont dans leur intérêt. Tu vois, par exemple, t'as ce fameux D'accord. annonceur, il lance sa campagne, il a mis un budget à 50 euros, et puis hop, il a vu 3 clics qui dépassaient 10 centimes. Tout de suite, il rechange tout et tout. Et donc, justement, on vient d'en parler, mais t'imagines d'un point de vue algorithme, Ok. c'est-à-dire que là, tu es en train de lui balancer tous les trucs, il est paumé complètement, quoi. Et donc, finalement, pour sa performance à moyen long terme, c'est une énorme connerie ce qu'il est en train de faire. Donc, Google aussi, si tu veux, il y a le côté, certes, revenu pour lui, on va pas le nier, mais je pense qu'aussi, il y a un côté où finalement, on va aider les annonceurs en leur enlevant un petit peu de contrôle qui les évite de faire des énormes conneries qui détruisent leur performance à moyen long terme. Donc c'est pour ça que de toute manière, ça va continuer et Google va continuer à automatiser plus de choses, à donner moins de contrôle et partager moins de data. Voilà, ça c'est la troisième grande tendance. Et après, quatrième tendance, peut-être, hein, là aussi future, je sais pas, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, je me demande aussi à quel moment Google va commencer à venir changer l'aspect landing page ou ce qu'il y a sur le site, etc. Parce que quand tu Ok. regardes en fait dans la pub, la Google Ads, souvent aussi il y a il y a une grande partie de la perf qui se fait là-dessus, hein. La publicité, c'est juste un appel du pied, c'est là où tu as le clic. Mais ce qui fait que les gens C'est vrai. décident d'acheter, c'est ton site, quoi. Tu vois, ton site, ton offre, ton prix, on en a parlé, hein. Et donc je me dis, tiens, est-ce que Google à un moment donné va pas aller aussi dans ce domaine-là? Bon, après, c'est très, comment dire, c'est loin d'être certain, hein. Il y a plein de complexités, etc. Mais tu vois, par exemple, je vois en 2021, je crois, Google avait une bêta aux US, où justement pour les marchands qui faisaient du Google Shopping, et donc il y avait un flux produit, comme on en a discuté précédemment. Avec ce flux produit, du coup, ils récupéraient le prix. Et en fait, ce qu'ils avaient commencé à faire avec cette bêta, c'est que ils testaient en gros différents prix à plus ou moins X%, ok, pour essayer justement de Mhm. faire gagner des ventes et de la marge du coup incrémentale à l'annonceur. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivaient à changer le prix automatiquement sur la landing page et l'associer à ta pub pour voir si en fait si tu Mhm. baissais ton prix de 5%, ça te permettait d'être dans le benchmark ou juste en dessous de machin truc, et du coup derrière t'augmentais tes taux de conversion de X%, et donc finalement tu faisais plus de ventes et finalement c'était plus rentable pour toi. Tu vois. Et donc ça je pense que c'est un exemple d'un espèce de prémisse dans lequel aussi Google se dit ok, on a toute la partie pub, il y a toute la partie algorithmie, il y a toute la partie inventaire avec YouTube, le display machin, mais il y a quand même une frontière encore de performance qu'on aimerait bien influencer, pourquoi pas, c'est en fait même le site même et l'offre même justement du marchand. Si je suis capable, moi, grâce à mes algorithmes justement, de définir que dans cette enchère précise, si ce marchand a été 5% moins cher, alors sa probabilité de faire une conversion serait multipliée par 5. Bah, en fait, pourquoi moi, Mhm. Google, c'est dans l'intérêt de l'annonceur, donc pourquoi Mhm. je m'empêcherais de le faire? Et du coup, je pense qu'il y a peut-être Make un moment, sense. voilà, où en gros, on va avoir une espèce de porosité aussi, et ça aura peut-être un impact où Google pourra même venir faire, considérer de faire des changements de prix, du X, j'en sais rien, quoi. On peut être fou là-dessus. Mais sur ton propre site et ta propre destination, quoi. Voilà. J'ai fait des vidéos avec des mecs qui font ça, qui ont monté des boîtes sur le dynamic pricing. Tu Ouais. pourras les voir si tu veux, elles sont sur notre chaîne YouTube Dr Tech en anglais, celle-ci. Et effectivement, c'est super intéressant et que je sais exactement ce que tu viens de dire. Des fois, ils voient que quand tu changes le prix un petit peu, des fois ton taux de conversion il augmente. Et en fait, je crois qu'ils le font déjà, ce que tu viens de dire, à moitié, donc pas de la part de Google, mais ils le font de leur côté parce qu'en fait du coup comme ils utilisent les API de Google Ads, en fait ils font le dynamic pricing sur le site et après derrière ils peuvent comme ça Ah, ben voilà. influencer en fonction des résultats de manière automatique via les API leur campagne sur Google, tu vois. Donc effectivement ça vient pas
Google, mais il y a déjà des gens qui font cette idée-là, C'est tu vrai. vois, de Ok. tester les prix et derrière de changer les annonces. Mais effectivement, tu as 100% raison, ça pourrait carrément venir de la part de Google. En plus, là, s'il y a des mecs qui le font déjà et qui prouvent que ça marche, bah du coup, Google, il pourrait dire, bon, bah c'est bon, go, quoi. Il Ouais, c'est n'y a ça. pas vraiment de, y a pas vraiment de barrière. Après, enfin, la première grosse barrière qui me vient à l'esprit, c'est ça pourrait être un problème de concurrence. Si on est tous les deux à vendre à peu près les mêmes produits Ouais, c'est sur le ça. même, ceux qu'on cible les mêmes personnes, si en plus ça c'est Google qui fait notre landing page, comment Google fait pour nous différencier, etc. Ça, je pense que ça pourrait être un problème. Mais Google sont très forts et ils trouvent plein de solutions. Ouais, c'est ça. Donc Non, effectivement, peut-être que ça arrivera un jour. Ouais. et puis après, ça peut, c'est peut-être pas forcément sur l'ensemble du truc, tu vois, sur tout, mais on peut imaginer plein de futurs où t'imagines, t'aurais une brique, tu vois, justement, d'intelligence artificielle. Par exemple, ils le font aujourd'hui même pour AdSense, quoi. Pour les publishers, les éditeurs de sites qui monétisent leur site via de la publicité, AdSense, ils te proposent d'avoir des blocs complètement dynamisés qui peuvent même changer de place, etc., en fonction justement des perfs que lui, il prévoit. Tu peux imaginer que demain, un e-commerçant, il aura juste un petit tag à mettre, tu vois, sur son site. Et pareil, ça va donner la possibilité à Google de faire un espèce, tu vois, de méga A/B testing. Imagine-toi hein, un méga A/B testing qui part depuis l'impression de la publicité jusqu'à la conversion. Et de pouvoir après, du coup, tout aligner, rechanger soi-même. Bon, mais bien évidemment, tout ça, c'est encore très, très futuristique. On n'en est pas là. Et je pense que déjà, mais en tout cas, je pense que ça peut être une possibilité. Tu vois, ça, pourquoi pas aussi, tu me posais la question, on va où avec Google? Bah, je pose, tu vois, une route potentielle. Je dis pas, c'est un scénario probable, plausible. Je dis pas que il va se réaliser, mais c'est que en fait, Google vient de mettre le nez sur ton propre site, quoi. Pourquoi pas? Tu vois, dans quelques années. Ça fait carrément sens. Et bah, on verra bien alors si cette vidéo fait d'un seul coup 10 000 vues de plus d'ici quelques années, le jour où, le jour où Google fait ça. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Dernière petite question, puis après je te laisse. Ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on discute ensemble. Euh, Petite question fun. C'était quoi de travailler à Google? Genre, c'était comment? C'était quoi un petit peu ton quotidien là-bas? Et je pense qu'il y a plein de gens qui ça fait rêver d'aller travailler dans cette boîte-là. Donc, dis-nous un petit peu comment, ouais, c'était quoi ton quotidien chez Google? Bah, écoute, déjà, Google, c'était vraiment une super expérience. C'est de toute manière Ok, une boîte que je trouve complètement hors norme. C'est comme on le voit à la télé, tu vois. En ok, plus, je crois que j'ai eu une chance tout à fait unique. C'est d'être arrivé chez Google en 2012. Donc, il y a des gens qui étaient même encore, qui ont eu la chance d'être arrivés encore plus avant. Mais déjà, tu vois, par exemple, en 2012, pourquoi c'est une chance? Parce que déjà, à cette époque, euh, une- c'était pas la boîte que c'était une 30 000 personnes, donc ça reste très gros, tu vois. Mais c'était pas comme aujourd'hui à 160 000 personnes avec des considérations très différentes. Et là, du coup, tu avais un Google qui était vraiment dans son pur jus, quoi. Et donc, c'est vraiment comme on le décrit et l'idée que tu peux en avoir. Du coup, c'était quoi mon quotidien chez Google? Déjà, c'était l'opportunité de travailler avec les plus belles directions digitales, franchement, du monde, quoi. Tu vois, quand tu bosses avec ok. les Chief Digital Officers de L'Oréal, avec des LVMH, quand tu bosses avec des mecs qui ont inventé le marketing comme Procter Gamble, en fait, c'est passionnant, déjà. Ton job est passionnant. Euh, Tu as des projets aussi d'envergure que j'aurais jamais pu avoir dans n'importe quelle autre expérience. Par exemple, tu vois, pour un client donné, je me suis retrouvé où tu écris en fait les guidelines Google Ads qui vont ensuite être suivis par 10 000 marketeurs dans le monde, quoi. Tu vois, dans cette boîte. C'est énorme. C'est dingue. Ou alors, justement, j'ai travaillé aussi sur un projet avec des ingénieurs de chez Google pour utiliser l'intelligence artificielle pour mon client pour pouvoir optimiser automatiquement, tu vois, ses flux de données, etc. Enfin, t'as des projets comme ça qui sont juste uniques et que j'aurais jamais pu avoir dans une autre boîte. Et après, bah, bien entendu, c'est une super expérience, comme tu vois, comme on a pu le voir avant à la télé. Les gens connaissent, hein, tu vois, les avantages, par exemple,
le déjeuner gratuit, mais ça, c'est quelle beauté, quoi. Franchement, tu mangeais mieux que dans plein d'autres restaurants. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. À 2012, en plus, il y avait une culture Google qui était quand même très, très forte et qui, en plus, est quand même une Ok. super culture, quoi. Là, c'était l'époque où encore c'était géré par Larry Page et Sergey, tu vois, donc tous ces trucs un peu le Don't Be Evil, le machin. En fait, tu le vivais pour de vrai, quoi. Et on était encore assez petits pour le vivre bien. On avait Larry et Sergey, c'est eux qui venaient, tu vois, au TGIF. Donc c'est tous les vendredis soirs, Ok. t'as un moment où, voilà, la boîte t'offre des bières et tout, de la bouffe, et puis en fait, du coup, t'as le leadership qui te donne un peu les actualités, il te parle des nouveaux projets et tout. C'est une époque où enfin, tu vois, c'est encore eux qui viennent, et les mecs, ça se voit, ils adorent, et ils passent du temps, ils se marrent et tout, et en fait, t'as une culture vraiment qui est incroyable. Et en même temps, du coup, comme Google recrutait, c'est très dur hein, de rentrer chez Google, mais du coup, une fois que tu y es, tu as des gens, là, moi j'ai un souvenir de gens qui sont quand même hyper smart. Et du coup, tu as une autonomie, mais dingue en fait, dans ton job. C'est-à-dire que du coup, une fois qu'on t'a Ok. recruté, bah, c'est bon, vas-y, bah, tu sais ce que tu as à faire. Donc en fait, presque tu as le feeling, en tout cas là, surtout au début, moi j'avais le feeling de travailler dans une petite équipe qui peut prendre des décisions super Mhm. rapidement, tu vois, qui est responsable de son scope, tout en travaillant quand même chez Google. Et puis encore une fois, bah, les gens c'était incroyable. Moi j'ai adoré, les gens ont tous une histoire originale, ils sont tous quand même assez brillants. Là, notamment, effectivement, dans les premières époques où j'y étais, tu avais ce concept de la culture d'entreprise qui était quand même très fort et très appréciable. Et puis après, c'est normal aussi. Hein, j'ai aussi vu en 10 ans la boîte qui a évolué, qui est passée de 37 000 personnes à 160 000 personnes. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est sûr. Hein, c'est plus du tout le même Google, c'est quand même une grosse boîte, c'est beaucoup moins start-up, c'est beaucoup plus Mhm. politique. Mais j'ai envie de dire, c'est la force naturelle des choses, hein, c'est pas un reproche, c'est que quand tu as 160 000 personnes dans une boîte, ça serait te mentir à toi-même si tu penses que tu es encore une start-up, quoi, tu vois. Voilà, et donc après, bah, même les jobs ont vachement évolué, les responsabilités ont beaucoup évolué, donc les jobs se sont de plus en plus fragmentés, les responsabilités se sont de plus en plus diluées, je dirais. Et puis après, tu es dans des niveaux où tu as tellement besoin de main-d'œuvre, de ressources, etc., que du coup, je pense aussi qu'au fil du temps, il y a une emphase qui a été moins forte sur la dimension un peu d'excellence, tu vois, que tu avais, Mhm. qui a toujours drivé Google, en fait, hein, depuis le début. Et là, je le vois même quand je parle avec eux pour mes clients, il y en a plein que j'adore, franchement. Enfin, tu vois, gros cœur aux account managers de Google Ads. Mais quand même, tu vois, je trouve ils sont beaucoup moins aguerris qu'avant. Mhm. Tu vois, ils sont moins passionnés par le truc. Voilà, c'est devenu plus la grosse boîte. Mais ceci dit, il n'empêche que ça ne change pas mon amour profond pour Google. C'est une boîte qui vraiment voilà, m'impressionne. Et pour Mhm. l'avoir vécu de l'intérieur aussi, c'est une boîte qui est vachement bienveillante, qui m'a apporté énormément, qui m'a fait rencontrer des gens fous, que ce soit des collègues, des clients, des gens avec qui j'aurais jamais pu même parler, tu vois, si j'avais pas été chez eux. Et Mhm. donc pour tout ça, franchement, j'en garde un souvenir euh, génial, quoi. Voilà. Trop cool. Bah franchement, ça fait plaisir. Bon, Ça fait plaisir de te voir comme ça, aussi heureux, on va dire. tant mieux. Franchement, c'est top. Franchement, c'est top. C'est top. Effectivement, je pense que ça devait être une expérience assez incroyable. Du coup, ouais, franchement, merci encore une fois à toi d'être venu nous partager toute cette expérience et tous ces conseils par rapport à Google. Franchement, c'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les personnes qui nous regardent jusqu'à maintenant ont aussi appris plein de trucs. Je pense qu'on devra te J'espère. réinviter pour faire une autre vidéo, pour faire un live, pour faire un truc comme ça. Ça pourrait être super cool. En attendant, où est-ce qu'on peut retrouver ton bouquin et est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la cible de ton bouquin? Parce que là, on a vraiment parlé de, tu vois, de tout le Hmm. spectre, débutant, expert, etc. Toi, ton bouquin que tu viens de publier, là, tu l'as fait pour qui et pour apporter quoi et surtout, où est-ce qu'on peut le retrouver? Ok, bah super. Bah donc effectivement, mon bouquin, il s'appelle Le Manuel du stratège Google Ads 2023. Tu peux le retrouver sur Amazon très facilement.
Et en effet, il se dirige, je dirais, aux gens qui ont vraiment envie de mieux comprendre et aussi de monter en compétence sur la publicité Google Ads. Donc typiquement, justement, un entrepreneur qui a lancé son e-commerce et qui a déjà, justement, sait qu'il tient quelque chose. Tu vois, donc il a déjà entre guillemets validé son offre et peut-être en effet il a déjà ouvert son premier compte et il a déjà dépensé ses 10 premiers euros et il se dit bah, ok en fait j'ai besoin vraiment de technique et de structure pour que ça commence à devenir vraiment rentable. Donc en fait, Mhm. mon livre se dirige avant tout à eux, tu vois. Et en fait, ça va les amener d'un niveau novice jusqu'à un niveau intermédiaire, voire très avancé, quoi. Il y a même des analyses et techniques Ok, d'optimisation qui sont très avancées. Donc si tu le suis, tu vois, de A à Z, tu peux arriver à des niveaux très très élevés qui vont même te permettre de faire mieux que 80% des agences, quoi. Voilà. Et effectivement, ce ok, livre aussi, je l'ai pensé en parallèle de la formation que je propose, puisque elle, pour le coup, là, on rentre vraiment après dans le compte, tu as des screencasts, etc., etc. Mais du coup, un peu, j'ai imaginé au début, en fait, le projet du livre, il est venu comme ça, si tu veux. Je voulais faire un espèce de compagnon, de manuel compagnon de la formation, qui ok, pourrait être complémentaire et aider justement, et tu vois, créer une synergie entre les deux et avoir vraiment une expérience plus complète. Et donc aussi, je l'ai pensé comme ça. Donc c'est pour vraiment ces gens-là aussi qui sont dans cette démarche de vouloir réellement monter en compétences sur Google Ads, mais qui justement ont peut-être pas envie de payer une agence ou de payer un freelance parce que c'est un coût ou parce qu'eux-mêmes sont pas encore à des niveaux, tu vois, où ils dépensent peut-être déjà 2000 euros, tu vois, mais ça les emmerde de payer du coup une agence 1500 euros si eux ils en dépensent 2000. Donc voilà, c'est pour vraiment ces gens-là que j'ai imaginé ce livre et cette formation. trop cool. Eh ben, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, comme ça sera Super. facile à les retrouver. Et effectivement, en tout cas, Mathieu, c'était vraiment super intéressant. Encore une fois, un grand merci à toi pour tous ces conseils. Non, merci à Et toi je te déjà pour remercie pour m'avoir la vidéo. invité, Martin. J'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment. Et bah top. Et bah super. Et bah je te dis à très bientôt, Mathieu. Merci beaucoup. À très vite.